Max, je suis hyper heureuse de t'avoir sur mon podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es entrepreneur, formateur, business mentor. Tu as accompagné plus de 160 000 entrepreneurs à générer plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est juste énorme. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir sur toi et sur ton parcours pour comprendre comment tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Waouh, ça vient de loin. Déjà, je n'étais pas du tout un entrepreneur. Je n'étais pas né entrepreneur. Mes parents, ma mère était prof de religion catholique, mon père était prof de français au collège, donc il ramait financièrement. Donc pour moi, devenir entrepreneur, c'était absolument inconcevable. Je pense que ça vient parce que, à faire ce que je fais, si je dois aller vite là-dessus, on va dire que j'ai eu une enfance compliquée. Mon père était quelqu'un de très violent, donc il avait aussi une enfance très violente. Il vient d'Italie, dans un patelin paumé qui s'appelle Colotto, donc qui est dans la partie mer Adriatique. Et donc bon, ça valait pas très haut, quoi. Ça volait pas très haut. Et donc mon père a une enfance violente. Il a reproduit ça avec nous. Donc c'est quelqu'un qui nous insultait. En gros, tous les jours, on se faisait frapper ou insulter. S'il le faisait pas une journée, c'était Noël, quoi. Ah ouais. Ouais, donc c'était très dur. Donc manque de confiance totale en moi. Problème financier tout le temps. Il râlait toujours autour de. Il disait je vais tout vendre, mais il n'avait rien, donc ils n'avaient rien. Donc il disait je vais tout vendre, je vais faire un tour du monde. Donc il y avait toujours du stress au niveau financier. Et je sentais surtout, je pense que le thème général de ma vie, ça a été la liberté. Est-ce que je me sentais pas en liberté? Je pouvais pas faire ce que je voulais, je pouvais faire ceci, je pouvais pas dire ceci, je pouvais pas tourner à gauche ou à droite, sinon je me faisais frapper. J'avais des profs encore post-deuxième guerre mondiale qui, tu tournais à droite, tu t'en prenais une, et tu te fais tirer les oreilles, tu te mets au coin. Bah, c'était vraiment le truc encore post-deuxième guerre mondiale. Donc j'avais cette sensation de jamais être libre. Je ne pouvais pas dire ce que je voulais, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. On n'avait pas assez d'argent pour faire ceci, on n'avait pas l'argent pour acheter un manteau. Je me rappelle, ce manteau, c'était à Cyrillus, parce que je viens de Strasbourg. Je suis le troisième de 4 enfants. Mère alsacienne, et mon père était italien, d'où le nom Piccinini. Et donc je me rappelle encore cette scène où il fallait que je te change mes habits, parce que vraiment, s'il fallait qu'on achète des habits chez nous, parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'était vraiment, il fallait que je sois littéralement, j'avais les, tu vois, les manches là. Donc ma mère elle dit, ah, il faut vraiment qu'on achète des habits. Ben oui, c'est ce que je te dis. Donc on allait faire les courses et on allait à Cyrillus, c'est un magasin qui est même pas si cher que ça, mais qui est à côté de la gare de la cathédrale de Strasbourg. Je me rappelle comme c'était hier. Je me rappelle, je mets ce manteau rouge parce qu'on était rentré en automne. Et je vois la vendeuse et ma mère qui me disent « Oh, mais qu'est-ce que t'es beau là-dedans !» J'ai dit, la première fois que je touchais un peu de qualité, tu vois, parce qu'on achetait toujours les trucs les moins chers. Et ma mère se rapproche de mon menton et me regarde le prix. Et je la vois se décomposer. Je suis désolé, mais Max, on pourra pas acheter ça, quoi. Et moi, j'étais là, j'ai enlevé ce manteau et j'étais tellement dégoûté. Donc, en fait, c'est des expériences que j'ai vécues où je me suis dit, je me sens pas libre. Et donc, plus tard, donc, ça fait vite, mon père est mort quand j'avais 14 ans. Donc, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. À 14 ans, mon père est mort dans un accident de la route avec sa seconde femme. Donc ça a vraiment cristallisé ma destinée. Donc ça m'a mis un électrochoc. Beaucoup de gens ont dit que j'ai pris 10 ans de maturité, donc je traînais plutôt avec des gens de 25 ans de mon âge. Parce que d'un coup, j'avais une perspective de la vie, quoi. J'avais compris que on va mourir un jour et que voir son père dans un cercueil, être à son enterrement, c'est un électrochoc à 14 ans. C'est clair. Ouais. Donc là, on commence à se poser. Donc, je commence à être très vite philosophe, tu vois. Et en fait, je suis vraiment tombé suite à la mort de mon père. Je me suis posé des grosses questions. J'étais en dépression. J'étais tout seul dans ma chambre. Et il y a un livre qui a vraiment changé ma vie, qui a vraiment ouvert les choses. C'est ma mère. Et ma mère qui a été recommandée par ce livre-là. Elle m'a donné un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ah, j'adore ce livre. Qui est génial. Ouais, je recommande vivement. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment ouvert la porte au développement personnel. D'un coup, parce que jusqu'à présent, c'était je suis une victime des choses. Ce qui m'arrive, j'ai pas de chance. C'était vraiment la perspective que j'avais des choses. Et d'un coup, ce livre-là m'a commencé à comprendre que si je change mes actions, mes pensées, je peux peut-être potentiellement changer mes résultats. Et d'un coup, je commençais à le voir, à l'utiliser. Donc, le fait, si je voulais être écouté, j'allais écouter, ce qu'on apprenait. Accepter ses erreurs quand on fait une erreur. Donc, j'avais évité de faire des heures de colle. J'ai jamais pris d'heures de colle, alors que je faisais bien le bordel à l'école. Je m'embêtais vite, donc je faisais vite le con. Et donc, j'arrivais à me démerder parce que chaque fois, je disais des choses comme c'est ma faute, je suis désolé. J'ai merdé. Et donc, au moment où je merdais, on oublie les heures de colle et tout ça. Donc, j'avais compris, que ces outils-là étaient puissants. Et donc, je commençais à lire des livres comme Réfléchir, devenir riche. Et j'ai dévoré ces livres-là. J'adore ce livre. C'est un de mes préférés. Ouais. J'ai dû lire 7 fois, etc. Donc, d'un coup, vraiment, ça m'a ouvert au monde du vrai développement personnel, pas du truc, on ferme les yeux, il y a 1 million d'euros qui va tomber du ciel. Ça, c'est pas du développement personnel, ça, c'est de la rêverie à 2 balles. Là, on parle vraiment de faire un travail personnel, utiliser stratégie, changer ses pensées, changer son comportement, changer ses habitudes. Et donc, si on change ses pensées, ses actions,
on va changer ses résultats. Et pour ça, j'ai 3 choses qu'on peut changer. On peut changer que ses pensées, ses émotions et ses actions. Et la plupart du temps, on passe notre vie à vouloir changer les autres, à espérer que le gouvernement change, pas trop quoi, au lieu de se dire, en fait, ça sert à rien parce que j'ai aucun pouvoir. Donc j'enseigne souvent le cercle d'influence et le cercle de non-influence. Un leader se focalise sur le cercle d'influence. Qu'est-ce que je peux influencer? Pas grand-chose. Mes pensées, mes émotions, mes actions. Et donc, ça va dicter mes résultats. Et donc, j'ai compris ça très, très vite, ce qui m'a donné une grande maturité. Et donc, j'avais ces livres-là qui me permettent aussi de voir grand. Donc, je commençais à croire que tout est possible. Donc, ça a l'air bête, mais le fait d'avoir une croyance qui était que tout est possible, que je peux réaliser mes rêves, à condition que je travaille, à condition que déjà j'ai un objectif clair et que je me donne les moyens et que j'ai des compétences et des connaissances. Ma vie a totalement changé le jour où j'ai compris il faut rêver grand, mais surtout maintenant il faut développer des compétences et des connaissances pour y arriver. Le jour où j'ai compris en fait que ça n'a rien à voir avec la chance, moi je me dis ah mais quel talent, etc. Rien à voir. J'ai juste compris entre là où je suis et là où je veux aller, entre le point A et B, c'est juste un niveau de compétences et de connaissances. C'est juste qu'il me manque des choses, il me manque des informations que je n'ai pas encore. Et c'est ce qui différencie pour moi de faire x10 sur mes revenus, avoir 10 fois plus de bonheur, d'avoir un corps plus fit. J'ai juste compris qu'il me manquait des clés, il me manquait des stratégies, il me manquait des connaissances. Et après, il fallait bien sûr les implémenter. Donc, d'un coup, quand j'ai réalisé, en fait, je peux multiplier par 10 mes revenus, j'ai juste besoin d'apprendre ces clés-là et les implémenter, d'un coup, tout devient possible. Je me sentais en contrôle de ma vie. Et donc, ça m'a ouvert aux choses. Donc, à l'âge de 21 ans, j'ai démarré... Donc, déjà, le fait que j'ai eu la mort de mon père, ça m'a aussi mis cet électrochoc en disant « Max, la vie, elle est courte. » La plupart des gens vivent comme s'ils allaient vivre de manière éternelle. C'est clair. Et c'est faux. Et au passage, c'est intéressant. Le moins on veut regarder la mort en face, le plus on gaspille sa vie. C'est intéressant. J'adore ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le plus on prend conscience, on va mourir un jour, le plus on a une urgence de vivre. On a une urgence de réaliser ses rêves. Donc moi, j'ai une sorte de... J'ai envie de maximiser ma vie, tu vois. J'ai cette urgence de réaliser la vie de mes rêves, de créer la liberté que je veux, que maintenant j'ai créé avec les années, d'offrir le meilleur autour de moi, de créer un impact positif. Donc, j'ai cette urgence parce que je sais que je vais mourir un jour. J'ai perdu mon père à 14 ans, j'ai perdu ma mère à l'âge de 26 ans d'un cancer. Donc, très vite, j'ai appris la vie. La vie n'est pas si facile que ça. Et tu vas mourir un jour, mon coco. donc là, j'en rigole parce que ça m'a donné la perspective. Et donc, cette urgence, ça m'a fait en sorte de me dire, bordel, oublie de gaspiller ta vie dans des conneries, quoi. La plupart des gens gaspillent leur vie à essayer de prouver des choses à des gens qui n'ont même pas un respect. La plupart du temps, on passe nos vies. C'est la première partie de ma vie, ça a été, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et si je me plante, et si ceci, et si cela. On vit constamment emprisonné dans le regard des autres. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est le meilleur moyen de gaspiller sa vie, c'est constamment s'inquiéter de ce que j'en pense de nous. Et ben, une bonne chose ici pour nos auditeurs à se rappeler, c'est que le meilleur moyen de se rappeler de se débarrasser de la peur du regard des autres, c'est de se rappeler que les gens s'en foutent de nous. Et, littéralement, on croit mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Devine quoi, les gens vont pas penser à nous. C'est vrai. Et ça, ils ont d'autres chats à fouetter que. Alors, qu'est-ce que Max et Mariam font ? Ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils sont en train de se régler leurs problèmes avec leurs chats, leurs chiens, leurs enfants, leurs problèmes financiers. Ils sont pas en train de dire alors Max, ils s'en foutent. Donc, au moment où on fait ça, on est libre. Donc en fait, on s'emprisonne constamment à croire qu'on est le centre du monde. Mais tout le monde s'en fout de nous. Et une fois qu'on comprend que tout le monde s'en fout de nous, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre, on peut être libre. Et donc moi, ça m'a énormément libéré de dire en fait, mais Max, tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde, on n'a rien à cirer de toi. Donc, vis ta vie, réalise tes rêves. Donc, et d'un coup, quand on est capable de se libérer de ça, mon Dieu, la vie devient... Incroyable. Ah ouais, d'un coup, tout est possible, quoi. Ouais. Comment tu as pris conscience de ça, que tout le monde s'en fout de toi ? Est-ce qu'il y a eu un événement ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a permis de vraiment l'intégrer ? Parce que intellectuellement, on peut se dire, bah oui, je sais que les gens sont occupés avec leur vie, et pour autant, bah, je suis un entrepreneur, j'ai envie j'aimerais m'exposer sur les réseaux, ou j'aimerais démarcher plus de clients, ou j'aimerais prendre des actions audacieuses qui m'exposent au regard des autres, mais j'ose pas le faire. Il y a un truc en moi qui me dit, non, on n'y va surtout pas. Comment est-ce que tu as réussi à faire ce shift de manière plus profonde, tu vois, de vraiment te libérer de ça? C'est jamais un bouton et la plupart du temps on croit que c'est un bouton et ça. Donc c'est un process. D'où on parle de développement personnel. Je crois que c'est une des meilleures choses à faire au passage. Donc pour moi c'est 2 choses. Si je dois vraiment
fait qu'il m'a permis de partir littéralement de 0, voire de moins, parce que j'étais à découvert tout le temps. J'étais vraiment mal parti au niveau relationnel, émotionnel. Pour la première fois de ma vie, c'était le découvert tout le temps. J'avais l'appel du banquier, c'était Monsieur Butinini, est-ce que vous allez bien couvrir le découvert? Oui, oui. Je ferais les agios à longueur de journée. Donc, j'étais quelqu'un qui dépensait trop, même parce que je gagnais pas beaucoup, c'était ridicule, quoi. Et donc, c'est un process. Et c'est au fur et à mesure de faire des séminaires, au fur et à mesure de se frotter à des mentors. Les mentors m'ont énormément aidé. À la fin, ce qui m'a permis de passer de 0 à créer un patrimoine de plus de 50 millions d'euros, c'est grâce à mes mentors. Parce qu'ils m'ont donné l'exemplarité de « Ah, c'est ça être heureux. Ah, c'est ça le vrai succès. C'est ça la vraie liberté. » Et en plus, ils m'ont donné les clés, les stratégies pour y arriver. Et donc, chaque euro que j'ai investi dans un mentor, ça a été rentabilisé. J'ai fait le calcul x 42. Donc, j'ai investi 1,2 million d'euros dans ma carrière en plus de 20-25 ans. Ça m'a rapporté 50 millions. Donc, c'est plutôt un bon investissement. Mais donc, au fur et à mesure, avec eux, je me rendais compte à quel point ils se fichaient de ce que les gens pensaient. Tu vois, le dénominateur commun. Et quand je disais, mais qu'est-ce que t'en penses? Mais est-ce qu'ils vont payer tes factures? Tu vois, est-ce qu'ils vont être à ton enterrement? Non. Donc, ils sont là à foutre. Et en fait, d'accord, au fur et à mesure de frotter avec ces gens-là, eux, ils sont focalisés sur leurs objectifs et leurs rêves. Et je me dis, en fait, ils sont focalisés uniquement sur ce qui compte, quoi. Ce qui compte, pour moi, ce qui compte, c'est ma santé, ma famille et mon business, qui est vraiment un outil de contribution et qui me rapporte ma vie. Et donc, ma vie est vraiment basée sur ces 3 choses. Je me lève le matin, la première chose que je fais mon sport. Ok, je passe du temps avec ma famille. Ce matin, j'étais encore à 8h30 en train de jouer dans la piscine avec mes 3 enfants. J'adore ce niveau de liberté. Et après, c'est business, parce que ça m'épanouit, ça me challenge, donc j'ai besoin de croître. Si on n'est pas en train de croître, on n'est pas en train d'être heureux. Et ça permet aussi de contribuer dans la vie des gens. Ça, c'est important pour moi. Mes mentors m'ont tellement aidé, je me suis un petit peu senti... ça a tellement changé ma vie, que je me suis senti un petit peu directement impliqué de pouvoir redonner, de pouvoir aider les gens. Ça, je fais aussi énormément de contenu pour aider les gens, quoi. C'est quoi la question de nouveau? Qu'est-ce qui t'a permis de te libérer? Mais je comprends que c'est l'exemplarité aussi de ce que tu as vu devant toi et de voir que c'était un dénominateur commun chez toutes les personnes qui avaient le niveau de succès. Ils en ont rien à foutre. Les gens qui ont du succès incroyable et qui sont heureux, ils en ont littéralement rien à foutre de ce que tu as à penser. Là, tu fais « Ah, ok, et alors ?» M'en fous. Ça n'a aucune importance. Tu sais, « Ah, tu penses ça? Ok, et alors ?» C'est vrai. Et pour ça, c'est aussi important. Je vais écouter les gens qui ont le mérite d'être écoutés. Donc ça, c'est aussi important. Qui j'écoute? Donc, avant, j'étais toujours en train de m'inquiéter de mes copains, des trucs, machin. Mais en fait, est-ce qu'ils sont aptes à ouvrir leur gueule? Excuse-moi l'expression. En gros, mais pourquoi je devrais écouter quelqu'un qui est médiocre, quelqu'un qui est pas heureux, quelqu'un qui réussit rien, qui passe son temps à brasser de l'air et qui vivote et vit dans la médiocrité? Pourquoi je vais même passer 1 seconde de mon temps? Pourquoi je devrais même littéralement prendre 1 minute de mon temps pour répondre à un commentaire de quelqu'un qui prend le temps de critiquer? Si tu vas vraiment avoir une vie catastrophique, si tu prends le temps de mettre un commentaire de critique, si vraiment c'est ça ta vie, tu n'as vraiment aucune direction. Tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas de but. Tu vois vraiment, c'est un objectif et un rêve, tu as le temps de dire alors qu'est-ce que les autres prennent et je vais lui écrire un commentaire incendiaire. Tu fais mais si c'est ça ta vie, pourquoi je voudrais me rabaisser à ce niveau-là? J'ai pas de temps pour ça. J'ai le temps pour mes rêves, mes objectifs, contribuer pour ma famille, ma santé. Donc c'est être extrêmement clair avec ses priorités. Mon effet dénominateur commun, c'est juste, pour moi, le plus grand impact, c'est de traîner avec des gens qui ont ce niveau de succès que je voulais. Donc, j'ai vite compris. Les gens avec qui je vais traîner vont avoir un impact direct avec moi. Donc, il y a une vieille règle que tu connais sûrement. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et c'est tellement vrai. Et donc, j'ai juste compris une chose. Il faut que je lise de gens qui ont du succès. Il faut que je me frotte à des gens qui sont heureux. Si je veux être heureux, je veux traîner avec des gens heureux. Donc, une des choses, par exemple, pour moi, d'être heureux en couple avec mon épouse, c'était il faut que je traîne avec des gens heureux. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Et d'un coup, je voyais comme il se comportait. Mon père qui, lui, criait tout le temps, menacé. Bref, c'était pas le bon modèle, quoi. Et donc, j'avais pas d'autre modèle. D'un coup, quand je me frottais à des couples heureux, et je voyais comme ils se regardaient, comme ils se parlaient avec un respect profond, je me disais, wow, ça, c'est nouveau pour moi. Et donc, je pouvais me modéliser. Ce mot-là que je viens de dire, c'est vraiment le mot un des plus importants, modéliser. Ce qui m'a permis de créer un patrimoine de 0 à 50 millions, alors que j'ai un bac plus 1 et 1 semaine. C'est vrai, j'ai vraiment rien comme diplôme. C'est que j'ai modélisé les gens à succès. Pourquoi l'école? Pourquoi nos enfants n'iront jamais à l'école? Jamais de la vie, sauf si c'est une école entrepreneur, comme nous on le conçoit, parce qu'ils apprennent de gens qui n'ont pas de succès. Ils apprennent pas de gens qui sont heureux, et ils apprennent des choses en plus qui ne sont pas importantes. C'est trop vrai. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Donc, souvent, les gens, ils vont où à l'école? Je fais, ils vont pas à l'école. C'est-à-dire, ils vont pas à l'école. Je veux dire, pourquoi on va les connecter
avec un système qui prend des robots, qui apprend la médiocrité, qui apprend 80% des choses qui servent à rien. Genre en France, je crois qu'on est les spécialistes d'apprendre des choses qui servent à rien. On va mettre une pression de fou pour un enfant de 12 ans pour apprendre la date de mort de Louis XIV. En quoi c'est important? Je voudrais juste qu'on m'explique en quoi ça va changer ma vie de connaître la date de mort de Louis XIV. Et juste demander à ChatGPT si je veux savoir. Ça ne sert à rien. Par contre, l'argent, ça on n'apprend pas. Et c'est important. J'ai quelqu'un qui me dit l'argent n'est pas important. C'est quelqu'un qui pense toujours à l'argent et qui a des problèmes d'argent. Donc l'argent est important. Ça permet d'avoir du choix, de voyager, d'avoir une meilleure qualité de vie. De pouvoir apprendre à être heureux. Je ne sais pas où on apprend ça à l'école. On n'apprend pas ça. Les relations. On n'apprend pas ça. Sa santé. Je ne sais pas où on apprend ça. Des choses les plus importantes, on ne les apprend pas. Donc, je suis un petit peu égaré dans ce que je disais, mais non, mais ouais. c'est hyper intéressant et tu vois, ça montre que tu as eu cette capacité et même, je pense, depuis le décès de ton père, à être dans une forme de curiosité, de questionnement et pas juste te soumettre un peu à ce qu'on te disait ou ce que tu voyais autour de toi comme modèle, mais d'aller t'ouvrir à d'autres modèles et de questionner ça, tu vois. Et même ce que tu fais avec tes enfants, je trouve que c'est génial, tu vois. Je me pose la question, dans ton propre parcours et dans ce que tu as vu de tous les... Il y a beaucoup d'entrepreneurs que tu as accompagnés, mais est-ce que selon toi, il y a des croyances, des leçons, des shifts à avoir pour passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, de 10 000 à 100 000, de 100 000 et plus? C'est quoi, tu vois, si tu voyais un peu différentes étapes? Yes, très très bien. Donc là, on est dans le concret du business, c'est ça, parfait. Donc première chose, il y a la partie mindset. Pour avoir des résultats extraordinaires, on doit faire des actions extraordinaires. Donc ça a l'air con ce que je dis. Mais le premier blocage d'un entrepreneur, c'est qu'il veut continuer à prendre des actions ordinaires et avoir des résultats extraordinaires. Ça ne marche pas. Donc, donc juste pour donner un peu une perspective, en France ou même aux États-Unis, c'est plus ou moins la même chose. C'est une personne sur 10 000 qui gagne plus d'1 million d'euros par an. Une personne sur 10 000. That's right. Donc, il faut être, quand on se met dans un stade de foot, il faut être le meilleur. Parmi 9 990, sur les 10 000, on doit être le meilleur. Donc, c'est-à-dire que, et donc, ça veut dire qu'on ne va pas prendre des actions normales. Donc ça, et au passage, pas forcément l'heure de travail. Donc ça, c'est aussi important. Donc oui, surtout quand on démarre un business, donc la partie 0 à 10 000, c'est pas le moment où il faut se tourner les pouces. C'est pas le moment où on va se dire « Oh, bah, toutes les soirées, je vais faire une soirée Netflix. » Non, le soir, on bosse. Okay, donc, il y a un moment, il faut faire décoller cette fusée. Et ça prend énormément d'énergie de faire décoller cette fusée. Donc, on ne nous connaît pas. On démarre un business, personne ne nous connaît. Zéro crédibilité, zéro visibilité. Donc, il faut aller 0 à 10 000, c'est marketer comme un malade. Tout le temps, autre que marketer ou vendre, c'est du temps perdu. Donc, c'est pas le moment de refaire son site internet et c'est vendre. Et ça vend très mal. Genre, on va dire, on a présenté à 100 clients, 100 potentiels clients, ça ne marche pas, il y a un problème d'offre. Donc maintenant, on va travailler son offre. Il faut créer une offre irrésistible. Il faut que ça connecte à notre client. Donc, premier 0 à 10 000 par mois, donc on est à, allez, plus ou moins, c'est les 6 chiffres, atteindre les 6 chiffres. Il faut arriver à trouver son market fit. Donc, c'est vraiment trouver, OK, qui est mon client idéal? Ça, c'est hyper important. Grosse erreur ici à ce niveau-là, quand j'accompagne ces entrepreneurs, ils essaient de parler à tout le monde. Moi, c'est de grosses erreurs. On essaie je vais vendre à tout le monde. Non, tu vends à tout le monde, tu vends à personne. Donc, tu vas dire à qui je vais servir. Donc, je dois m'adresser à un client idéal. C'est l'avatar. Une fois que le client est idéal, maintenant, on va l'écouter, on va poser des questions. Quelle est ta problématique majeure? Donc, client idéal, quelle est la problématique majeure? Une fois qu'on a identifié ça, on va créer un produit, un service pour solutionner le problème. La grosse erreur que j'ai faite à mes débuts, c'est que j'ai essayé de faire entrer un triangle dans un carré. Et ça marche avec la force des choses, mais c'est pas stratégique. On perd énormément d'énergie à le faire. C'est-à-dire, comment c'est qu'on essaie de créer... En fait, on invente un produit, et après, on essaie de le forcer à le vendre. Mais les gens, ils font... J'en ai rien à foutre de ton produit. Donc oui, tu es très bon en vente, je vais te l'acheter par-ci par-là, mais ça va être très compliqué. Donc c'est plutôt écouter son client. Quelle est ta problématique? Et ensuite, créer un produit. Donc c'est plutôt... On parle du client. La plupart du temps, l'entrepreneur, il parle de son idée. Il tombe amoureux de son idée au lieu de tomber amoureux de son client idéal. Alors, j'ai une question pour toi là-dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je me demande, est-ce que selon toi, c'est important que d'un côté, tu écoutes le marché, tu écoutes les potentiels clients, et en même temps, que tu sois vraiment aligné avec ce que... Tu vois, que tu te sentes porté et stimulé par ce que tu vas leur proposer. Est-ce que c'est important d'aimer ce qu'on propose à nos clients? Ah, c'est vital. Il faut être absolument passionné par ce qu'on fait. Mais encore une fois, je pense que si
il y a souvent un côté trop égoïste et c'est pour ça bloque beaucoup l'entrepreneur. Ils sont toujours en train de se focaliser sur qu'est-ce que moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de. Mais le marché, il n'a rien à foutre que tu as envie ou pas. Donc là, si on passe sur le focus et sur soi, on est mort. Le but d'une entreprise, c'est de servir un client. C'est une raison sociale. On aide des clients, on sert son client. On est là pour améliorer sa qualité de vie. Ça a l'air con. Et bizarrement, quand on fait ça, on est dans une philosophie de contribution. On est là pour servir son client. On est là pour aimer son client. Aimer est un verbe d'action. Okay, c'est pas jamais client. Jamais client égale montre-moi par tes actions que tu aimes tes clients. Et donc, c'est-à-dire que je t'écoute et je vais te servir. C'est comme une relation. C'est une relation avec les clients. Relation dans son couple, c'est pareil. Si on n'écoute pas son truc, si on est toujours en train de dire ouais, moi, j'ai pas envie de faire ceci là, je le sens pas là. Non, j'ai pas envie de te faire un massage. Ok, bon, ça va être compliqué. Si je dis à ma femme, ouais, je voudrais faire un massage. Oui, mais là, je le sens pas là. Ça va mal se passer très vite. C'est plutôt, t'as envie d'un massage? Bien sûr, je vais le faire. Je suis fatigué, mais je vais le faire parce que tu as besoin de ça. Donc, le plus on peut être altruiste, le plus on peut en gros se sacrifier parce qu'on veut aimer ses clients. Bizarrement, le plus on est heureux. Donc, c'est totalement paradoxal. C'est une forme de discipline, en fait. Je crois que c'est surtout parce que si on aime ses clients, on fait tout ce qui doit être fait pour l'aimer, pour le servir. Si je veux vraiment, moi, mes clients, j'adore mes clients, j'aime mes clients et je veux les aider. Donc, moi, je prends une grande fierté avec mon équipe d'avoir généré, et là encore, on a des clients qui font x3, x5, x18 sur leurs bénéfices en l'espace d'un an. J'adore entendre l'histoire, des gens qui sont passés de 50 000 euros, là, c'est un couple passage en Suisse, ils vendent des ascenseurs de luxe, en 9 mois, ils sont passés de 50 000 euros de bénéfices à 900 000 euros de bénéfices. Wow. Ça a changé leur vie. On parle de ce genre, tout le monde ne fait pas ça, mais certains font x5, x7 sur leurs bénéfices. Donc j'adore ça. Moi, c'est toujours, j'ai une sorte de passion et d'obsession de comment on peut améliorer les programmes, les séminaires pour le plus vite possible augmenter la rentabilité. Parce qu'à la fin, c'est bien le chiffre d'affaires, mais c'est surtout la rentabilité qui compte. Et donc j'adore ça. Et donc je suis toujours en train de me dire comment on peut améliorer mes produits et mes services pour servir son client. Comment on peut avoir l'impact le plus vite possible. Donc après, oui. Et puis oui, je vais être sincère, quand je passe 2 jours dans un studio à enregistrer des vidéos YouTube ou des shorts, pour être sincère, c'est pas le truc le plus fun qui soit. Mais je pense à l'impact que ça va être fait. Donc, si je pense à moi, à ce moment-là, je suis mort. Parce que je veux dire, tu sais quoi, Max, j'ai un patrimoine de 50 millions. Je n'ai pas besoin de travailler. Ça fait 10 ans que je n'ai pas besoin de travailler. Littéralement, je peux littéralement rien faire. J'ai des dizaines de millions en immobilier. J'ai mon business qui génère des millions de bénéfices par an. Je n'ai pas besoin de travailler. Mais je le fais parce que j'ai envie d'aider. Et donc, je me dis, je vais payer un prix pendant ces 12 jours enregistrés. Est-ce que ça va changer la vie? Ça va impacter la vie de milliers de personnes. Peut-être ce contenu va changer la vie. Il y a des gens qui vont écouter les contenus sur chez soi aussi, qui ont doublé, triplé leur revenu. Ils ont pris un déclic et machin. Et donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup, même si je dois passer 2 jours, et ça va changer ne serait-ce la vie qu'une personne? Absolument. Et donc, si je pense à moi, je suis mort. Et la plupart des entrepreneurs, ils sont là, moi, me, myself and I. Je le sens pas, j'ai pas envie. Ah, ok. Mais, donc, n'attends pas que tu vas... Si tu fais des résultats, des actions ordinaires, tu auras des résultats ordinaires. C'est trop vrai. Trop vrai. Au passage, j'ai une personne qui gagne 10 millions par an. Elle fait partie des 1 sur... Je crois que c'est 1 sur 100 000 ou 1 million. Tu vois. Wow. Donc, tu vas être le meilleur sur 100 000 personnes. Donc au début, c'est travail concentré. Il faut faire décoller la fusée de 0 à 10 000. Mais c'est l'action efficace. Ce n'est pas juste le temps de travail. Moi, au début, je faisais des grosses erreurs. Je travaillais beaucoup, mais je brassais de l'air. Et donc, quelles sont les actions efficaces? Donc, pour ça, focus doit être marketing et vente. Marketing et vente, marketing et vente. On doit vendre. Et l'avantage de vente, c'est quand on se rend compte que peut-être son offre est nulle. Peut-être qu'il n'y a pas un market fit, justement. Peut-être qu'on n'a pas le bon client idéal, en fait. Peut-être qu'on s'adresse au mauvais client. Donc, c'est dans l'action qu'on devient clair. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, je vais être clair sur mon client idéal, je vais être clair sur mon offre. » Mais le meilleur moyen, c'est de le confronter au marché. L'action crée la clarté. Pas... C'est trop vrai. Et en fait, mon client idéal, il est devenu parce que j'ai commencé à m'adresser à plein de gens et d'un coup, je dis, ah, mais c'est ça mon client idéal. J'ai testé plein d'offres et d'un coup, c'est cette offre qu'il faut faire. Je suis curieuse de savoir, tu vois, parce que je pense qu'il y a une croyance que beaucoup de personnes ont, et je pense que ça a été aussi mon cas, si je suis honnête, de se dire que ça, c'est quelque chose que tu découvres très, très vite, ou que la plupart des personnes qui ont vraiment réussi à avoir un certain niveau de succès comme toi ont peut-être découvert très, très vite. Ça t'a pris combien de temps de vraiment mettre le doigt sur qui est ton client idéal? Je crois qu'on n'est jamais assez clair dessus. Ah ouais, c'est constant, c'est un work in progress. Okay. Donc, ça va faire quoi? Maintenant 12 ans qu'on accompagne les entrepreneurs chez Entreprise. Tous les ans, ça devient encore plus clair. Ça devient encore plus clair. Parce qu'après, il y a le client idéal, mais il y a encore la spécificité du client idéal. Donc, ça m'a mis probablement... déjà, parce que on m'avait jamais enseigné ça. Donc, ça m'a pris peut-être 3-4 ans avant que je réalise, il faut que j'arrête de parler à tout le monde. Ouais. Il faut peut-être que
ah, peut-être qu'il y a peut-être un client idéal ici, tu vois. Bon. Et donc, ça m'a mis 3-4 ans, ça m'a mis long. Ben, pour ça, le programme, le but, c'est qu'ils évitent de perdre 3-4 ans et qu'ils le font tout de suite, quoi. Et donc, ça m'a mis peut-être 8 ans à vraiment capter qui était mon client idéal. Et encore, tous les jours, je suis en train de me dire, on peut le comprendre encore mieux. Un client idéal, on doit être tellement clair sur lui, c'est qu'on pourrait donner un nom à cette personne, quel est le sexe de cette personne, combien elle gagne, comment elle pense, littéralement. Et au passage, qu'est-ce qu'elle ressent? et c'est en étant en contact avec ses clients. Pareil, c'est pas dans une tour d'ivoire, il faut parler à ses clients. Un des meilleurs moyens, c'est juste parler à tes prospects, parler à tes clients. Prends un coup de fil, fais des sondages, parle avec eux, enregistre un truc Zoom, discute, quelles sont leurs problématiques. Ce qu'on appelle faire un sondage en profondeur, j'appelle ça un SEP. On parle à son client, quelle est ta problématique majeure et qu'est-ce qui t'a empêché d'acheter. Quand un prospect n'achète pas, appelez le prospect en disant, je suis curieux, pourquoi vous n'avez pas acheté? Je ne suis pas en train de vous vendre, juste comprendre. Et ça se trouve, on dit, ah, c'est pas le bon client idéal. Ou peut-être que je m'adresse à des gens, je vends des baskets ou des sneakers, je sais pas quoi, à 400 balles, mais je m'adresse à des gens qui ont des petits budgets, donc ils vont jamais à un truc à 400 balles. Peut-être qu'il faut que je change de client idéal ou que je fasse des produits plus bas, petit prix, mais par contre, comment je vais faire mon business model pour que je gagne ma vie. Donc, c'est ces vraies questions qu'il faut se poser. Et donc, pour répondre à la suite, après, donc là, on commence à passer en mode recrutement. Donc là, il faut commencer à s'entourer des bonnes personnes. On ne peut plus faire tout seul. Il faut commencer à recruter, donc j'appelle ça l'échelle de remplacement, mais la première recrue à faire, et le plus vite possible, c'est une assistante de direction, une assistante personnelle. Tu en as sûrement une, et bien sûr. Donc ça, c'est le premier move à faire, c'est se libérer de l'administratif. J'ai encore des chefs d'entreprise qui font leur administratif. Et je dis, tu as une boîte à 3 millions, tu fais encore l'administratif, je dois expliquer à les membres de mon mastermind, parfois je dois leur expliquer en long et large pourquoi ils perdent de l'argent à ne pas recruter une assistante. Ouais. Mais attends, mais ça va vite de réserver un vol. Je fais non, ça va pas vite, tu viens de perdre une demi-heure. Et après, tu dois changer ton vol. Et après, tu as commandé un truc sur Amazon, merde, c'est pas le bon truc. Et après, il faut le renvoyer. Et tu perds un temps fou, et tu perds 15 à 20 heures par semaine. Donc le jour où j'ai pris une assistante, j'ai récupéré 20 heures par semaine. Donc il faut commencer à apprendre à déléguer pour concentrer son énergie toujours sur les actions les plus rentables. Donc il faut être extrêmement clair. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Qu'est-ce qui va servir à nos clients? Et tout déléguer le reste. Donc, en fur et à mesure, on se remplace au fur et à mesure. Et on est avec des généralistes à ce niveau-là. Quand on a dépassé les 100 000 euros, et on va atteindre le million d'euros. Donc, on passe de 10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois. Là, il faut commencer à s'entourer de généralistes. Des gens qui peuvent parfois prendre 2-3 jobs. Mais c'est des gens qui ont un super mindset, qui sont hyper engagés. Parce qu'on ne va souvent pas payer des top spécialistes. Ouais, et donc, il faut essayer. Et au passage, c'est souvent là où on va bloquer. Donc, moi, en général, le blocage se fait à 2-3 millions de chiffre d'affaires. Donc, moi, j'ai stagné à 3 ans à 2-3 millions de chiffre d'affaires. Elle est connue, celle-là. Donc, je la vois tout le temps à 2-3 millions de chiffre d'affaires. Je fais OK, je vois venir celle-là. Et parce qu'en fait, on a grandi avec des généralistes et maintenant, on bloque. Et là, il nous manque des stratégies. Et il nous manque d'un coup des talents de niveau supérieur. Et sinon, on va stagner. Parce qu'en fait, avec généraliste, on va quand même récupérer derrière. Donc, on se démerde, on se débrouille, c'est bien. Mais au moment, on va stagner parce qu'il nous manque un niveau de compétence supérieur, il nous manque un niveau de stratégie supérieur. Et il nous manque simplement des talents qui doivent être des spécialistes, des tueurs dans le domaine marketing. Un top au niveau commerce, un top au niveau finance, un top. On doit être partout excellent si on passait d'un coup de 2-3 millions à 10 millions. Donc, le scaling de 2-3 millions à 10 millions, il n'est pas facile. Parce qu'en même et le secret dans tout ça, ce que j'enseigne dans mon mastermind, c'est le cash. Ça a l'air con, mais à 2-3 millions, c'est souvent là où les coûts montent et on n'est pas encore assez compétent, on fait des conneries, on fait ce qu'on appelle la taxe stupide, qui est aussi liée à la taxe d'ignorance. Donc on ne sait pas qu'on fait des conneries. Et puis on commence à être aussi, on va dire, plus confortable. Ça, c'est vraiment le plus dangereux. Moi, je gagnais bien ma vie. À 2-3 millions de chiffre d'affaires, je me sortais peut-être 500 000 balles par an. Donc je gagne quand même bien ma vie, 40-50 000 balles par mois. Et on devient un peu confortable. Tout le monde nous regarde, on fait « Waouh, tu fais 50 000 balles par mois, waouh !» Et d'un coup, tu commences à stagner. Mais bon, stagner, c'est horrible, c'est la pire des situations. Et bizarrement, on stagne, en fait, on va régresser. Et donc, bizarrement, au bout de 3 ans, j'ai même perdu de l'argent. Donc, je gagnais 500 000. En fait, ma boîte a commencé à perdre de l'argent. Et d'un coup, j'ai mon expert comptable qui me dit « Mais il faudra peut-être remettre 150 000 euros. » Ça m'a mis un électrochoc. Parce que d'un coup, je me dis « Wow !» Donc, à ce moment-là, j'avais un ego qui avait... Et on parle il y a quelques années, donc c'était à ce moment-là, en tout cas dans mon domaine, personne ne faisait ce chiffre d'affaires. Il y a 2-3 millions de chiffre d'affaires dans mon domaine, c'était waouh, t'étais le meilleur, quoi. Et donc tu arrives, je pensais que j'allais être je dis souvent l'analogie, je crois que j'avais atteint l'Everest alors que je n'avais même pas atteint le sommet des Vosges. Et j'étais là avec ma grande gueule et d'un coup je me rends compte là, Max, il faut que tu te remettes en question, il faut foutre ton ego de côté, c'est le moment de te reprendre un mentor, rejoindre un mastermind, tu connais pas. Si tu savais faire, tu serais déjà à 10 millions. Et donc je vais avoir l'humilité de savoir que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu vas obtenir ce que tu as toujours eu. Et donc, je fais OK, Max. En fait, j'étais à ce moment-là encore dirigeant esclave. Je gagnais bien ma vie, mais je bossais comme un taré. Tout reposait en fait sur moi. Donc, j'avais des aideurs, des généralistes. Mais si moi, je quittais, tout s'écroulait.
Tout s'est écroulé. C'est le cas de tellement d'entrepreneurs. Je À me 2-3 millions, reconnais. c'est classique. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis justement de... Je trouve ça intéressant, cette humilité que tu as eue à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est probablement le plus difficile d'avoir cette humilité-là. Absolument. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette humilité de te dire, bon, je vais revenir dans la posture de l'apprenti humble qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas et je vais apprendre? C'est très simple. Quand c'est suffisamment douloureux, on se dit, bon, soit ça va partir, la douleur va se transformer en souffrance, soit elle va se transformer en catalyseur, en moteur pour avancer. Et donc, il faut être drivé par 2 choses, la croissance et la contribution. Donc ça, c'est très important. Si on est drivé que par son confort, à 2-3 millions, on va stagner. Parce qu'on gagne bien sa vie. Oh, ben c'est bien, je peux profiter, je peux aller justement à Bali. On parlait de Bali tout à l'heure. Je peux aller là, on gagne plutôt bien sa vie. Mais d'un coup, il ne faut pas se rappeler que si on se repose un peu trop sur les lauriers, on va dire, ça n'existe pas la stagnation. Soit on est en train de croître, soit on est en train de mourir. Et ça, je l'ai vécu. Donc d'un coup, j'ai compris ce que j'avais entendu mes mentors. C'est pas en train de croître, t'es en train de mourir. Oui. Et puis après, ça va, je peux être bien là. Et en fait, j'étais en train de mourir. Mon business, j'ai dû remettre 150 millions dans la machine. Donc, c'est quand même, déjà, je dois remettre 150 millions dans la machine pour survivre. Et là, c'était un électrochoc. Donc là, j'ai compris, j'ai viré la moitié de mon équipe. J'ai compris que je n'étais pas bien entouré. C'était pas des gens forcément... Enfin, il y avait des gens bien, mais pas assez compétents. Et d'autres, c'était des gens juste pas très bienveillants. Et donc, j'ai compris que je m'entourais... Si j'étais entouré de moyens ou médiocres, j'allais stagner. Et donc, il faut peut-être se dire, si j'avais attiré ces gens-là, peut-être que moi, j'étais un dirigeant médiocre. Et ça fait mal. Et ça fait mal d'entendre ça. Et je fais, OK, donc il faut que je change. Et donc, il faut changer drastiquement. C'est pas un petit changement. Ça a été littéralement... Ça, je suis venu avec la naissance de mon premier fils, électrochoc. C'était en mode, bam, tu vois, tout a changé. Maintenant, je suis père. C'était... maintenant, je ne peux plus jouer au con. Maintenant, c'est quoi ce truc? Je me rendais compte que j'étais égoïste, en fait. Oui, je suis confortable là. Je me dis, attends, si je suis vraiment là pour aider les gens, donc c'est la partie contribution, tu vas vraiment t'arrêter là ou tu veux faire x10? Tu es vraiment là juste pour... barboter ou tu es là pour impacter 10 fois plus de vie? Donc, si vraiment là pour ça, tu vas bouger ton cul, tu vas faire ce qui est inconfortable, te remettre en question, faire appel à un mentor, mastermind. Donc, 100 000 $ pour un mentor, mastermind, j'ai investi massivement. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait? Immédiatement, j'ai vu les conneries que je faisais. Immédiatement, je comprenais les erreurs et les lacunes que j'avais. D'un coup, j'ai compris que je n'étais pas bien entouré. Donc, j'ai viré mon équipe. J'ai été beaucoup plus efficient. Et c'est là où j'ai vraiment été beaucoup plus efficient. Le terme efficient est très important. Efficient, c'est-à-dire comment on peut maximiser les résultats avec le minimum de ressources. Et d'un coup, bizarrement, j'ai réduit mon coût de 20-30% et mon chiffre d'affaires a plus que doublé. Donc, ce qui s'est passé, ma rentabilité a fait x10 en un an. C'est la première fois où j'avais 1 million d'euros sur un compte, que je voyais visuellement sur mon compte en banque plus d'1 million d'euros. Je dois avoir la capture d'écran quelque part. C'est vrai. D'un coup, tu dis, OK, est-ce que j'étais millionnaire sur le papier? Mais là, voir 1 million sur un compte en banque, ça faisait... C'est un autre sentiment. C'est un autre sentiment. Et donc, c'est-à-dire que c'était important. Donc, les compétences et stratégies et l'équipe. Et là, l'équipe égale à passer à un niveau supérieur d'équipe. Et gérer son cash. Très important. La plupart du temps, ils sont là. La plupart des entrepreneurs ils sont focalisés que sur le chiffre d'affaires. On doit très bien gérer son cash. Et donc, ça veut dire comment maîtriser ses marges, focaliser sur le produit à plus forte marge, recruter bien, recruter des bons qui vont vraiment être rentables. Donc, il faut faire les bons moves à ce moment-là. Quand tu fais les bons moves, bam, la boîte a explosé à plus de 10 millions. On va dépasser les 15 millions de chiffre d'affaires juste sur une entreprise. J'en ai plusieurs. La rentabilité à plus de 5 millions de profit net. Donc, ça a bien changé. Donc, je fais x10 sur mon profit. Et surtout, maintenant, j'accompagne chaque entreprise à faire la même chose. Et c'est stratégique, en fait. C'est juste, il y a des moves à faire. Le plus important, c'est cash, équipe et stratégie. Si on fait ça, on va pouvoir scaler. Ouais. Je trouve ça trop intéressant et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a changé dans tes croyances et dans ton rapport à l'argent pour que tu puisses justement passer ces steps-là et qu'aujourd'hui tu sois à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des croyances spécifiques, tu vois, qui t'ont peut-être gardé à un certain niveau pendant un moment qu'aujourd'hui tu as abandonné? Super question. Oui. Une des croyances les plus limitantes que j'avais à 2-3 millions, c'était que si je passais une boîte à 10 millions, 15 millions, 20 millions, j'aurais plus de vie de famille. Et j'avais cette croyance-là, qui est complètement débile, en fait. Mais bon, parce qu'il y a beaucoup de ça, beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup qui sont là, hustle, il faut travailler comme un fou. En gros, t'oublies ta vie de famille, oublie l'équilibre de vie. Il y a plein de gens, ouvertement, ils vont dire, oublie l'équilibre de vie, c'est un mensonge, etc. Eh ben, je suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux. Donc oui, au début, sa première année de business, il faut renvoyer. Mais t'es père de famille ou mère de famille, c'est pas le nombre d'heures que tu travailles, c'est le nombre d'heures efficientes et, on va dire, productives. Si tu travailles 8 heures par jour, mais tu travailles incroyablement productivement, tu exploses tout.
Je suis trop d'accord avec ça. Ouais. Et je comprends ce concept de oublie l'équipe de vie, mais c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et si tu oublies ta santé, alors pas ça, si pendant 3 mois ou 6 mois, tu mets un peu, ok, mais il faudra rattraper. Si vraiment tu vas retrouver ton équilibre. Alors je dis, pas ça, je n'explique pas l'équilibre parfait. On est constamment déséquilibré. Bon, on met un peu plus sur le business, parfois on met là, parfois son coup part en cacahuète, il faut mettre plus d'énergie. Donc c'est une sorte de jongleur qui essaie de maintenir son équilibre. On n'est jamais en parfait équilibre, mais quelqu'un qui a cette croyance de dire oublie l'équilibre, en gros, soit tu vas être un entrepreneur à succès, soit tu vas être un père de famille présent. Je ne peux pas croire ça, je ne veux pas croire ça, et j'ai la preuve que c'est du BS. C'est du bullshit, parce que je vis ça. Ce matin, j'étais à 8h30 avec mes enfants en train de jouer à la piscine, parce que c'est important pour moi. Donc si je crois cette salade qui est il faut sacrifier sa vie de famille pour avoir un entrepreneur à succès, ben, le problème c'est que si je crois ça, je vais faire ça. C'est trop vrai. Mais non, si j'ai un flingue sur la tempe et on me dit Max, tu dois travailler que 8 heures par jour, mais tu dois être présent avec tes enfants, et tu dois devenir multimillionnaire, ben, devinez quoi ? Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis mis un flingue sur la tempe en me disant je ne vais pas sacrifier l'un ou l'autre. Mon épouse, mes enfants, c'est vital. C'est les plus importants. Je vais pas être, j'ai entendu des milliers de fois des gens « Ah mon Dieu, les enfants ils grandissent trop vite, tu les vois grandir et après tu regrettes, mon Dieu, n'en fais pas cette erreur. » Je l'ai entendu littéralement des milliers de fois. Donc j'ai dit « Je vais pas faire la connerie. Tu vois, je vais pas être ces gars-là qui plus tard vont dire bah, « Ces enfants ils veulent plus les voir, ils ont déjà 20 balais, ils sont déjà ailleurs parce que papa était pas présent. » Je veux pas être le gars qui dit « Papa était pas présent. » Par contre, je ne veux pas être non plus le gars, j'ai pas besoin d'être un papa poule non plus à 8 heures par jour, je vais les embêter. Mais j'adorais être avec eux le matin, j'adorais être avec eux le soir. Tous les soirs, je dîne avec eux, tous les matins, je passe le petit déjeuner avec eux. C'est hyper important pour moi. Si je peux déjeuner avec eux, à chaque fois que je le fais. Le week-end, samedi, dimanche, c'est pour eux. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est facile, tu as 50 millions de patrimoine. Et c'est vrai. Mais c'est aussi parce que j'ai changé cette croyance de me dire, je vais pas être dans la tyrannie du ou. La tyrannie du ou, c'est soit je vais être un entrepreneur à succès, soit être un père de famille présent ou mère de famille présent. Et d'un coup, je me suis dit, je vais rentrer dans la magie du et. Comment je peux avoir un business à succès et avoir du temps pour ma santé et avoir du temps pour ma famille. Et le jour où j'ai vu ça, j'ai juste compris, il manque des stratégies. Et donc, je suis allé chez ces mentors qui, eux, avaient la qualité de vie. Eux, ils disaient 18h, 17h, famille. Américains, je suis là, wow, le mec est le mec, ils font dans les 50, 100 millions de chiffre d'affaires, bénéfice de fou. Je dis, attends, le mec, il l'a fait. Donc, j'ai la preuve que c'est possible. Donc, et d'un coup, c'est juste quelqu'un qui est devenu stratégique. Donc, c'est là où on enseigne ça dans le mastermind, il faut cesser d'être dirigeant esclave et devenir un stratège libre. Et ça, c'est le secret. Donc, une fois qu'on comprend, il manque juste, c'est juste pas la bonne stratégie, j'ai pas la bonne approche, il me manque des compétences et des connaissances. Je peux apprendre à être heureux, je peux apprendre à gagner beaucoup d'argent, je peux apprendre à devenir un stratège libre et avoir du temps pour mes enfants et gagner beaucoup d'argent. Et on a la preuve, je sais pas, le nombre de membres de notre mastermind, ils ont réduit 1 heure de journée, en moyenne, ils réduisent entre une demi-journée et une journée de travail par semaine, et double, triple, jusqu'à quintuple rentabilité. Donc, c'est la preuve que ça marche. Et donc, ce BS total, et je suis totalement d'accord, il faut travailler juste comme un fou le week-end, machin. Est-ce que je travaille ? Oui, je travaille fort, mais je ne travaille pas non plus 16 heures par jour. Et bizarrement, en réduisant mon temps de travail, j'ai appris à gagner plus d'argent. C'est quand même bizarre, parce que j'étais plus calme, plus serein, j'ai plus de temps pour moi. Oui. J'étais juste plus stratégique. Donc, ce n'est pas le temps de travail. Il faut sortir de travailler dur. Donc, travailler dur, c'est un peu le concept, je donne souvent l'image de la mouche. La mouche qui essaie de se taper la tête contre la vitre, elle est motivée, elle est déterminée, elle travaille dur, et elle veut être libre, ça ne m'en sort pas. Et donc, tu vas lui dire, en plus, elle nous énerve tellement, on va la claquer, elle va mourir. Et donc, jusqu'à ce qu'il y ait un coach mouche, ou un mentor mouche qui va arriver, qui va faire, mais qu'est-ce que tu fous ? Ouais, mais on m'a dit qu'il faut travailler dur. Tu vois, la plupart des entrepreneurs sont comme ça, ils sont là, travailler dur. Tu vois. Mais ce n'est pas stratégique. Tu vois, à 2 mètres, il y a une fenêtre ouverte, viens avec moi, libre. Ouais. 10 fois moins d'efforts, libre. Donc, c'est pas à combien tu travailles dur, c'est à quel point tu travailles intelligemment. Ça, c'est devenir un dirigeant esclave, devenir un stratège libre. Ça, c'est le secret. J'adore ce que c'est tellement... Et puis, tu vois, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe chez toi et que je trouve très inspirant. Tu vois, tu partages beaucoup ta famille, ta femme, tes enfants. Comment est-ce que ta rencontre avec ta femme, elle a impacté ta vie et justement ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre ? Marine est la plus belle rencontre que j'ai faite de ma vie. C'est celle qui a eu probablement le plus bel impact de ma vie. J'ai eu un mentor qui a eu un impact incroyable au niveau financier, mais au niveau personnel. C'est une femme tellement exceptionnelle que j'étais obligé d'enlever mes standards. C'est une personne que je n'ai pas envie de décevoir. Je veux être le meilleur mari pour elle. Elle apporte tellement de joie. Elle portait nos 3 enfants. Il y a 3 enfants. Une des choses qu'elle m'a appris, c'est le courage. Elle a fait 3 naissances naturelles. Donc, aucune injection de quoi que ce soit, aucune aide, machin. Elle a fait, elle s'était préparée pour ça, etc. J'étais avec elle. Et ce jour-là, j'ai béni que j'étais un homme. Ah oui, le naissance, j'ai fait, oh merde.
le courage, la détermination, un niveau de douleur, je ne veux même pas savoir. Mais je pensais que moi, je pouvais en casser la douleur. Alors là, je fais, OK, les femmes, vous êtes beaucoup plus courageuses. Et incroyable. Et donc, au passage, on s'est rencontrés lors d'un de mes séminaires. Parce qu'un de mes séminaires Destination Réussite, c'est mon séminaire Destination Réussite FAT. On vient de le finir avec 3200 entrepreneurs chez entreprise. Il y a un moment où on fait ça a l'air un peu bizarre, mais on fait des hugs. Et c'est un peu pour sortir de la zone de confort et pour aussi enseigner. Parce que pour moi, c'est important d'enseigner chez entreprise à pas seulement être, on va dire, riche et prospère, mais être aussi heureux et épanoui. Parce qu'à quoi bon d'avoir beaucoup d'argent si t'es malheureux, quoi. Et donc, cette partie, on va dire, bref, c'était une session, et c'était il y a 10 ans, en fait. On a fait un hug, et moi, je ne croyais pas à l'électrochoc et machin, mais en fait, ça m'a fait tellement de bien, elle m'a donné tellement d'amour ce jour-là, et ça m'a fait un bien fou. Et pour ça, je sortais d'un divorce, ça faisait quoi, peut-être 1 an ou 2 ans que j'étais divorcé. Et c'est un moment où je me dis, justement, oublie les nanas, focalise-toi sur ton business. Mais bien sûr, au moment où tu te dis ça, c'est le moment où elle vient. Et donc, vraiment, elle m'a apporté tellement de joie, ce sourire, cette joie de vivre. Je crois que le plus grand cadeau qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est d'avoir une femme souriante et voilà, qui simplement nous aime. Je crois qu'elle est là pour moi, quoi. Donc, ça nous donne des ailes. Moi, ça me donne des ailes. Se sentir aimé et avoir de l'amour dans son couple, ça donne des ailes. Parce que d'un coup, on se sent en sécurité. Et je pense que c'est aussi un des secrets pour n'avoir rien à foutre de ce que les gens pensent. Parce que tu dis, mais en fait, je suis aimé. Tu vois, et je ressens cet amour dans le couple. Et d'un coup, avec l'amour, l'amour donne des ailes. Et c'est tellement vrai. Et donc, Marine a eu un impact profond dans ma vie. Elle continue à l'avoir. Elle m'aide à devenir simplement un meilleur être humain. Et ça, c'est pas un petit peu, quoi. J'adore. Ouais, je trouve ça trop beau. Et puis, c'est vraiment important, je trouve, ce que tu véhicules comme message, de montrer que c'est possible d'avoir du succès financier, matériel et d'accéder à cette richesse et en même temps d'avoir une richesse relationnelle dans ta vie personnelle, quoi. Moi, c'est pas négociable, quoi. Oui. Je suis là pour maximiser ma vie, quoi. Exact. Oui, c'est ça, en fait. C'est dans vraiment tous les domaines de ta vie. Est-ce que la spiritualité a une place dans ta vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui a de la place dans ta vie ? Parce que je sais pas si je t'ai déjà vu en parler. Alors, le terme spirituel, j'y fais très attention. Et la raison, c'est qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc, pendant une période de ma vie, parce que forcément, j'étais perdu de l'amour de mon père et machin, et puis j'ai 22, 23 ans, j'ai rencontré des gens, etc. Et probablement 98% des gens dans ce domaine spirituel, pour moi, c'est du gros BS. Ils vont combler leurs besoins, l'importance. Que c'est toujours cool de dire « Ah, je suis spirituel ». Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu as un Bouddha chez toi que tu es spirituel. Tu vois, les gens, ils font des retraites, je sais pas trop quoi. Mais c'est en fait extrêmement auto-centré. C'est beaucoup à propos de moi. Je vais méditer pour moi, mon bien-être ailleurs. Et moi, je me sens... Et pour moi, j'appelle pas ça la spiritualité. Pour moi, être quelqu'un de spirituel, c'est faire du bien autour de soi. Par contre, pour moi, c'est vraiment un acte de bienveillance. Pour moi, la spiritualité, je le vois, c'est peut-être en connexion avec soi-même, écouter sa petite voix et pas être dans donc la partie peut-être spirituelle intérieure, c'est peut-être ne pas être justement enchaîné de ces qu'est-ce que les gens vont penser, moi, etc. C'est être écouté, d'avoir cet observateur intérieur de nous qui est capable de se remettre en question en disant est-ce que ce que tu fais là, c'est vraiment sain pour toi ? Est-ce que tu es vraiment heureux ? Est-ce que ça, c'est la partie qui m'aide énormément à prendre du recul. C'est pour ça que j'aime bien vivre vraiment au calme et en nature. Les gens qui ne croient pas qu'il y a à Dubaï, il y a la nature, il y en a. Nous, on est dans un endroit très vert à Dubaï et on a besoin de ça. Donc, j'ai besoin de beaucoup de calme, de prendre du recul. Je suis capable de me remettre en question. Ça, c'est la partie, on va dire, spirituelle qui se dit, est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre la vie de mes rêves ? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre ma vie de ma mission personnelle ? Par exemple, moi, j'ai l'intime conviction, je crois que c'est ma mission, ma raison d'être, que j'appelle, d'impacter positivement la vie des gens. Et je crois au passage que tout le monde a envie de contribuer positivement à la vie des gens. Je fais que c'était exercice à Destination Réussite, sur des milliers de personnes, tout le monde à la fin voudrait être rappelé comme quelqu'un qui a eu un impact positif dans la vie des gens, de ses enfants. Donc on a un besoin spirituel de contribuer. Donc pour moi, la contribution, c'est vraiment la plus grosse source de spiritualité. Si je fais du bien autour de moi et je suis aligné avec ma mission et ma raison d'être, donc je me considère peut-être comme quelqu'un de spirituel, mais pas dans le sens de méditer 8 heures par jour et faire des je sais pas trop quoi et des machins avec des trucs qu'on va se fouetter ou je sais pas trop ce qu'on va faire pour je sais pas trop quelle raison. Et j'ai vu des gens vraiment se paumer là-dedans. J'ai été paumé là-dedans. Des gens vraiment space qui s'oublient complètement et qui sont extrêmement autocentrés. Donc j'ai pas envie d'être appelé comme quelqu'un. J'ai pas envie que mes arrière-petits-enfants se souviennent de moi comme quelqu'un de
de supposé spirituel, mais qu'en fait était très égoïste. Donc pour moi, c'est de l'action. La spiritualité, c'est de l'action. C'est si dans mon cœur, je me dis j'ai envie de contribuer dans la vie des gens. Donc je dois prendre des actions pour contribuer dans la vie des gens. Donc j'ai beaucoup de chance que j'ai créé un métier qui me permet non seulement de gagner extrêmement bien ma vie, mais surtout de contribuer dans la vie des gens. Et donc ça, pour moi, par définition même, je suis aligné avec, en tout cas, ma spiritualité, si on peut dire ça. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je la définis, moi. Oui, complètement. Et je trouve ça hyper important ce que tu partages, parce que c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, c'est ce côté très un peu abstrait de la spiritualité, où il n'y a pas vraiment d'ancrage dans la vie réelle, en fait. Et ce que tu es en train de dire, c'est la spiritualité, c'est aussi une manière de vivre, c'est une manière d'être avec les autres, c'est quelque chose que tu peux ancrer dans le réel et qui n'est pas juste... D'ailleurs, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tellement de gens... Mais bon, parce que c'est cool de faire ça. Tu vois, ah ouais, je suis quelqu'un de spirituel, je médite. Ah ok. Mais médite, ça n'a rien à voir spirituel. Médite, c'est une bonne action pour te sentir bien, connecter avec tes pensées, calmer ton stress, prendre les bonnes décisions, écouter ta voix intérieure. Ça me va, mais je vois pas en quoi c'est spirituel. C'est juste une action intéressante et intelligente pour son bien-être. That's it. Ouais. Mais spirituel, montre-moi les actions que tu fais pour créer du bien autour de toi. Ouais. Là, je te montrerai. Et c'est intéressant parce que ce que tu proposes, c'est aussi une autre vision de la spiritualité qui n'est pas juste dans, comme tu dis, dans des actions qui sont très centrées sur nous-mêmes, mais qui sont aussi centrées sur les autres et comment on peut contribuer. Est-ce que tu peux nous partager un moment où tu t'es senti particulièrement désaligné dans ton business, où tu as senti peut-être un conflit intérieur à l'intérieur de toi et comment tu as fait pour le dépasser, tu vois, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui traversent peut-être un moment comme ça, tu vois, peut-être qu'ils ont le sentiment de régresser, de stagner, ils se sentent désalignés dans ce qu'ils font, mais ils n'arrivent pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui bloque. Est-ce que tu aurais un moment comme ça à nous partager ? Super question. Merci. Je veux dire, il y a deux choses là-dedans. Il y a la première, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Là, il faut passer à travers. Donc, il faut juste comprendre derrière, je dis souvent, derrière la peur et la douleur et l'inconfort, il y a le bonheur. Et c'est vraiment ça. Donc, en fait, souvent, on a une société où on cherche toujours le plaisir. On est dans la plaisir mania. Tout à propos de plaisir. Et maintenant, on fait quasi plus d'efforts. Tu appuies sur un bouton, Amazon te livre en quelques heures. La dernière fois, on l'a livré, c'était livré 2 heures après. Les gens veulent une pizza, ils l'ont maintenant, tout ça. Et avec l'IA est génial, mais c'est une catastrophe pour le développement et l'estime personnelle. Donc, l'IA peut être extraordinaire si on l'utilise intelligemment et on l'utilise comme... Mais si on arrive, il y a des gens qui, en ce moment, ChatGPT m'a dit, donc je vais faire. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'effort mental, émotionnel, physique. Quand on perd le goût de l'effort, on est mort. Littéralement, on est mort. On a besoin de croître. Si on n'est pas en train de croître, mentalement, spirituellement, physiquement, financièrement, ce que tu veux, tu es déjà en train de mourir. Donc, on a un besoin, c'est un besoin émotionnel de croître. Donc, au moment où on cesse de croître, on est mort. Donc, c'est difficile parce que pourquoi il y a tellement peu de gens à un niveau de succès incroyable ? Pourquoi il y a tellement peu de gens qui ont un corps incroyable ? Pourquoi il y a tellement peu de gens heureux ? Parce que c'est très peu de gens ont le courage de, quand ça devient inconfortable, ils y vont quand même. Ils prennent des actions inconfortables, ils prennent des décisions difficiles, tout le monde les regarde. Vous imaginez, pour avoir un niveau de succès important, quel que soit le domaine, il faut qu'il y ait 1000 personnes qui te regardent en disant « mais t'es bizarre, toi ». Tu réfléchis à ça. Donc, c'est très difficile. Si tout le monde te fait « mais qu'est-ce que tu fous ? Tu veux un business ? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent ? Mais quoi tu penses ? C'est quoi ton problème ? Mais l'argent, c'est pas important. » Et le mec qui fume sa cigarette, il prend sa bière, tu vois vraiment que j'ai envie de ressembler à toi. Et donc les gens sont là, ouais, je suis bizarre. Oui, mais sois fier d'être bizarre. Donc, une des choses les plus difficiles, c'est justement d'être fier d'être bizarre. D'être fier d'être, tu sais quoi, moi, je refuse la médiocrité. Moi, je vais créer une vie extraordinaire. J'ai envie d'avoir une vie qui va impacter la vie de milliers de personnes. J'ai envie d'avoir une vie où mes enfants vont me regarder en disant « Wow, ça, c'est un exemple que j'ai envie de suivre. » Et j'ai envie d'être fier de me regarder dans le miroir chaque jour. Ça, c'est le prix d'être bizarre, d'être extrême, d'être passionné. Et la plupart des gens sont « Ouais, mais moi, c'est bizarre de faire ça. » Et donc, il faut accepter le fait et faire un accord avec soi-même de si je veux créer des résultats extraordinaires, je dois prendre des actions extraordinaires, je dois être bizarre, je vais être OK que 1000 personnes vont me regarder. Sur 1000 personnes, je vais être le gars qui va être le vilain petit canard, ils vont dire « T'es bizarre, toi, tu gagnes plus d'argent. » Oui, je veux gagner plus d'argent. Absolument. Est-ce que j'ai le droit de gagner plus d'argent ? Oui, parce que je n'ai pas envie d'offrir la moins bonne qualité de vie à mes enfants, je vais offrir la meilleure qualité de vie à mes enfants. J'ai envie de donner, là, vient de donner, ça juste parenthèse, on va faire séminaire d'essai sur le site. Je viens de donner, on a collecté 32 000 euros pour des enfants au Tibet. Moi, j'ai remis 32 000 euros avec. Et donc, chaque année, je donne plus de 100 000 euros. Donc, ça a dû atteindre 120 000 euros cette année.
J'adore pouvoir me dire 120 000 euros, les dents dans le nez. Il y a peu de gens. Je dis souvent aux gens, mais vous voulez aider les pauvres? Tout le monde fait oui, bah, sois sûr de ne pas en devenir un. Et donc les gens ils me disent l'argent est important. Bien sûr que l'argent est important. C'est quoi le problème? Tout le monde veut plus d'argent. Tout le monde veut plus d'argent. Est-ce que tu es prêt à te donner les moyens de gagner plus d'argent ou tu vas arriver plein d'excuses en disant je le sens pas aujourd'hui. Tu le sens pas aujourd'hui? Tu sais quoi, je le sentais pas, mais tu le fais quand même. Hein. Tu es un leader, tu fais. C'est comme avoir une mère qui va voir ses enfants qui crient la nuit à 2h du matin parce que l'enfant a faim. Tu l'allaites, tu n'es pas en train de te dire je le sens pas. Tu te lèves à 2h du matin et tu vas l'allaiter pour la 4e fois. C'est ce que Marine a fait pendant 5 ans. Et c'est dur. Et c'est dur pendant 5 ans. Je crois c'est la première fois depuis 5 ans. Elle a eu une nuit de 8 heures d'affilée. C'est violent, quoi. Donc, et c'est ça aimer. C'est pas je le sens pas aujourd'hui, je vais laisser crier l'enfant. C'est inconcevable. Ben, c'est la même chose dans la vie. Et donc, il y a la partie, ça devient difficile, mais il faut pousser à travers. Il faut aller se former, se challenger, rejoindre un mastermind, faire appel à un mentor. Parce que ça nous aide énormément parce que d'un coup, on comprend qu'on peut aller plus vite à travers la difficulté. En fait, on se fatigue beaucoup. Donc, c'est juste pas persévérer pour persévérer. Encore une fois, on ne veut pas être la mouche qui se tape la tête. On veut être stratégique. Donc, comment je peux faire appel à des personnes qui peuvent m'aider pour que ce soit moins difficile? Mais ça n'empêche pas que c'est inconfortable, il faut y aller. Et que les gens vont nous regarder en disant, c'est quoi ton problème? C'était bizarre. Parfait, super, je suis sur le bon chemin. Donc, à caca, je vois plein de gens qui me trouvent bizarre. Yes, je suis sur le bon chemin. Donc, s'il y a plein de gens qui vous trouvent bizarre, vous êtes, OK, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Donc, ça, la première partie. La deuxième partie, c'est le désalignement que tu as mentionné. D'un coup, je ne me sens pas aligné. Donc, les moments où je me suis senti désaligné, c'est d'un coup quand j'ai mis l'argent en numéro 1. Ah, intéressant. Et là, je sentais que j'étais parti en cacahuète. Tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Tu vois, 3-4 fois où d'un coup, je n'avais plus de sens. Tu vois, c'est juste, je gagnais plus d'argent. Tu vois. Donc la rentabilité est très importante. Gagner beaucoup d'argent, le cash flow, bien sûr que c'est important. Mais l'argent ne doit jamais devenir numéro 1. Et d'un coup, c'était, attends, Max. En fait, je sentais que j'avais plus de sens. Tu vois, je fais, pourquoi? Je fais juste pour gagner plus d'argent. Parce que quand tu gagnes bien ta vie, d'un coup, c'est juste plus d'argent. Tu dis, il y a un problème. Parce que, en fait, attends, si je ne suis pas heureux avec beaucoup d'argent, comment je vais faire? Si j'ai encore plus d'argent, je ne vais toujours pas être heureux. Donc je dis souvent, si tu n'es pas heureux avec ce que tu as maintenant, tu ne seras pas heureux avec ce que tu auras plus tard. C'est trop Simple. vrai. Et d'un coup, je me dis, OK, c'est quoi le plus important? Donc plusieurs fois, j'ai dû me remettre en disant, pourquoi j'ai fait ce business? Pourquoi je fais ce business? Pour contribuer dans la vie des gens. Oui, je veux gagner ma vie, il faut que je gagne ma vie. Pour croître, pour contribuer. Ça, c'est important. Et d'un coup, dès que j'ai remis ma raison d'être au milieu, de vouloir aider les chefs d'entreprise à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin, retrouver du sens immédiatement. Et d'un coup, c'était, je suis là pour aider les gens. Et bizarrement, plus je mets ma mission en numéro 1, plus l'argent afflue. C'est quand même marrant, non? C'est trop vrai, c'est trop vrai. L'argent est une conséquence d'être vraiment au cœur de ta mission, en fait. On ne peut pas dire que ce n'est pas important, c'est important, mais ça ne va pas jamais être numéro 1. Jamais ça va être le numéro 1. Ouais, c'est trop vrai. Sinon, on se perd. Et j'en ai vu plus d'un comme ça. Ils sont là et c'est une question d'argent. Et derrière l'argent, c'est de se sentir important. Et derrière, il y a un gros schéma derrière, c'est de prouver aux autres qu'ils sont assez. Mais je veux dire, si tu ne te sens pas assez avec 100 000, tu ne vas pas te sentir assez avec 1 million. Tu ne vas pas te sentir assez avec 10 millions. Est-ce que tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te botter le cul? Toujours. Donc en Occident, moi j'étais pris dedans. C'était une femme qui s'appelait Raymond qui m'a changé ma vie sur ce moment-là. J'avais acheté c'était quoi elle était beaucoup dans le personnage. J'avais acheté une voiture, j'avais rêvé pendant 1 an, j'avais visualisé, j'ai mis sur mon tableau de rêve, etc. Et c'était une Alfa Romeo Brera rouge. Ouais. Et c'était le plus proche d'une Ferrari, parce que pour les Italiens, une Ferrari, les voitures italiennes. Et je l'ai acheté neuf, le truc à jamais faire. Acheter une voiture neuve, c'est con, tu la sors du garage, tu perds 25%. C'était stupide. Donc bref, je sors de là, et en fait, je me rappelle, mais c'était le signe de la vie, tu vois. Et justement, je savais 2 minutes que je la roulais, j'arrive au feu, et juste à côté, il y a une Porsche cabriolet qui s'arrête à côté de moi. Et quand je me suis senti comme une grosse merde, je n'étais même pas capable d'en profiter 2 minutes. Pendant 2 minutes, j'étais content. Et après, je disais, mais ok, la prochaine, c'est ça. Et en fait, quand je n'ai parlé à cette Raymond, elle m'a dit, et après, je disais, voilà, je gagne 5 millions par mois, maintenant, il me faut 10 000 euros par mois pour m'acheter. Et elle éclate de rire. Mais littéralement, elle s'est foutue de ma gueule. Elle était comme ça. Pourquoi elle se fout de ma gueule? Tu vois, elle fait, mais t'es comme un âne qui court après une carotte que t'auras jamais. Tu vois, elle fait, comme ça. J'étais, mais je vais la tuer, quoi. Ouais. J'ai détesté. Puis après, ça m'a envergé. Le lendemain matin, je l'ai rappelé. Merci, j'ai compris. Donc j'étais pris dans un schéma. Et beaucoup de gens sont pris dans des schémas de quand j'aurai ça, je serai heureux. Devine quoi? Si t'es pas heureux avec ce que t'as, tu seras pas heureux avec ce que tu auras plus tard. Donc apprendre à apprécier le chemin, apprendre à apprécier qui on est, et surtout apprendre à valoriser plus la croissance que la destination. Hyper important. C'est trop vrai. Le jour où j'ai compris que c'est le chemin, la croissance qui compte, c'est le fait de devenir meilleur dans le but d'atteindre l'objectif. C'est ça qui compte. Mais l'objectif est bien fait, est-ce que ça me pousse à quand même l'obtenir? Ouais, c'est trop vrai, c'est trop vrai. Gagner plus d'argent, c'est la récompense d'être devenu meilleur. Ça a l'air choquant, mais pour devenir très riche, il faut développer des grandes qualités. Et on parle de patience, de persévérance, de sacrifier son petit plaisir personnel, pouvoir mettre à plus tard
ses petits plaisirs, pouvoir dire non à des choses qui sont moins importantes, faire des choix difficiles, faire ses coups de fil qui sont inconfortables. Donc, c'est ça, mais ça nous permet de se forger pour se regarder dans le miroir. Donc, à la fin, c'est oui, on veut gagner plus d'argent. Et c'est l'illusion, et c'est ce qui nous pousse à devenir peut-être meilleur. Mais à la fin, ce qui compte, c'est réellement la contribution à la croissance. Si on met ça au centre de notre vie, mon Dieu, non seulement on va gagner beaucoup d'argent, mais on va être surtout très heureux, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis. Tu vois, ça me fait penser à ce que j'avais entendu chez Jim Rohn. Il disait, tu vois, dans ses séminaires, il disait souvent, ce qui compte, c'est pas de réussir à devenir millionnaire, c'est la personne que tu deviens et que tu as besoin de devenir pour être millionnaire. C'est absolument ça. C'est extraordinaire de voir qu'une fois qu'on comprend... Moi, je vais vraiment simplifier. Si on me mettre un flingue sur la tempe en me disant que de max, quelle est la chose la plus importante à comprendre dans la vie? Juste dire, cherche à devenir meilleur jour après jour. That's it. Si tu cherches à devenir meilleur jour après jour, tu vas créer une vie exceptionnelle. C'est ça, parce que si je progresse de 1% tous les jours au niveau de mes finances, au niveau de ma santé, j'ai une meilleure santé physique et un corps plus fit maintenant à 44 ans que j'avais à 20 ans. Ah ouais, c'est intéressant. Peut-être un peu moins de cardio, peut-être, mais physiquement, je suis au-dessus. Donc, je peux progresser. Je ne suis pas obligé de vieillir, je peux devenir meilleur. Si je progresse chaque jour dans mon couple, j'apprends juste à être un peu plus patient, développer plus l'écoute, qui est compliqué pour un homme, d'apprendre à écouter une femme, surtout quand on ne comprend rien à ce qu'elle raconte, et, parce qu'elle est émotionnelle, etc. Apprendre un peu plus patient avec ses enfants, développer un petit pourcent de plus de bienveillance. On fait ça jour après jour après jour. Au bout de 10 ans, on devient un être assez exceptionnel. On devient un être où les gens regardent, wow, ça c'est rare. Et donc si on se focalise juste à progresser jour après jour, on va valoriser, se focaliser sur le progrès. Bizarrement, ça va nous amener à des niveaux de succès incroyables. Donc c'est important d'avoir des objectifs, c'est hyper important. Mais une des grosses erreurs que j'ai faites, c'était j'étais trop omnibulé par mon objectif. J'étais trop là, ça mon objectif, je rêve à mon objectif, je visualise mon objectif. Mais d'un coup, c'est OK, montre-moi le chemin, quoi. Qu'est-ce que tu fais pour atteindre l'objectif? Et donc, j'étais 90% de mon focus, c'était l'objectif, et 10% sur qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Le jour où j'ai compris, OK, l'objectif, c'est hyper important, mais maintenant, focalise-toi 90% de ton temps, tu penses parfois atteindre l'objectif. OK, donc c'est important d'avoir, je dis souvent, les 3 vitesses. Donc, aller dans le passé, parfois, pour apprendre de nos conneries. C'est hyper important. On fait une action, je sais pas quoi, marketing ou business, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc, on revient dans le passé, on utilise notre préfrontal, notre cerveau, pour dire, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre de la situation? Quelles sont les conneries qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire différemment? Donc, on doit apprendre son passé, mais on ne doit pas être bloqué dans son passé. Après, avoir un objectif, on veut aller où? Ça, c'est hyper important. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va construire? Quelles sont les étapes, les marches qu'on va mettre en place pour atteindre l'objectif? Et tant qu'on se focalise à juste s'améliorer jour après jour, comment on a fait pour passer d'une boîte à 1 million à 15 millions, et on va à 20-30 millions dans les prochains mois et années, on s'améliore juste un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on c'est le pouvoir de l'optimisation. On est un petit peu meilleur à faire des pubs, on est un petit peu meilleur à faire du contenu, on est un petit peu meilleur jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à faire une offre qui est meilleure, à servir nos clients mieux, à onboarder mieux nos clients. Il y a des trucs tout bêtes, mais en fait, on progresse. Et tant qu'on progresse tous les jours, toutes les semaines un petit peu, c'est incroyable de voir le résultat que ça amène. Et si on regarde la plupart des entreprises, ils ont juste progressé jour après jour. Oui. Ils n'ont pas fait un truc et du jour au lendemain ça a fonctionné. Donc avant d'avoir un iPhone, je sais pas quoi, 10, 16 ou 17 Pro, ils ont commencé par un iPhone 1, qui est, maintenant on le regarderait, on dirait c'est quoi cette grosse merde, mais c'était suffisamment bon pour le lancer. Et ils ont fait un 2 et puis 3 et ça s'améliore jour après jour. Tu regardes Porsche, la Porsche 911, c'est la même, elle ressent la même chose, c'est juste qu'ils l'améliorent un petit peu. Un peu plus de moteur, disons 3-4 chevaux en plus, elle a une gueule un petit peu meilleure, elle est un peu plus performante, et ils mettent juste une claque à l'ancienne. That's it. Ils sont juste s'améliorent. Et donc, ce qui fait que maintenant, on fait wow, tu vois une Porsche 911, tu vois une Ferrari, tu fais wow, c'est incroyable. C'est juste du progrès jour après jour. Les entreprises qui atteignent des succès incroyables font rien d'autre que chercher à progresser. Juste devenir un petit peu meilleur jour après jour. Si tu fais ça, tu vas atteindre les étoiles. C'est vrai, c'est l'effet cumulé en fait. Chaque jour, ça s'accumule finalement. Exactement ça. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi justement de... Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans ce qu'on me dit, et surtout chez les entrepreneurs qui ont envie de générer plus de revenus, c'est j'ai envie de générer plus, mais je me sens bloquée par mes peurs. J'ai tellement peur de ne pas avoir assez d'argent, de manquer d'argent, de rester dans ce mode survie. Finalement, je nourris ce mode survie et j'arrive pas à le dépasser. Et je serais curieuse de savoir, toi, de ton expérience, est-ce que c'est important de réussir à se libérer de la peur de manquer et de la peur de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir en générer plus?
Ou est-ce que tu vois pas forcément de lien entre les deux? Je pense qu'il faut juste arrêter d'être égoïste, c'est tout. Ça a l'air un peu choquant ce que je dis, mais c'est toujours moi j'ai peur. Mais arrête de penser à toi tout le temps. T'es pas le centre du monde. T'es né sur Terre pour faire quoi? Pour penser à ta gueule tout le temps ou t'es là pour peut-être changer le monde, faire un petit peu. Je pense qu'on a tous un talent et on doit tous, ou plusieurs talents, et on doit les développer. À la fin, la meilleure chose qu'on puisse faire dans le monde, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, si on arrête de penser à sa petite gueule, mais bizarrement, la peur disparaît. Donc, une des choses qui font, mais comment, Max, tu fais pour monter sur scène devant 3000 personnes, 4000 personnes et on se sent au niveau. Au passage, j'ai toujours ces petites. Avant de monter sur scène, mais après, des dizaines d'années que je monte sur scène, plus de 20 ans que je parle sur scène, tu vois. Donc, déjà parce que je l'ai fait depuis 20 ans, numéro 1, et 2, parce que je me focalise sur les autres. Je me focalise sur qu'est-ce que je vais délivrer ce jour-là. Comment je vais donner les meilleurs. Donc, je me focalise sur les gens. Moi, je m'oublie complètement. J'ai notamment quand je suis sur scène, mais je ne pense même pas à moi. Je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que j'en pense à moi, est-ce que mes chaussures, j'en ai rien à foutre. Et tout disparaît. Tout est à propos des participants. Je veux les aider. Et donc, bizarrement, la peur disparaît quand on est focalisé sur aider les gens. Et donc, c'est intéressant. Donc, on ne peut pas se focaliser sur deux choses à la fois. On ne peut pas penser à ses chaussures et à ses yeux en même temps. Et on ne peut pas penser à ses dernières vacances et les prochaines vacances en même temps. On doit quitter la pensée. Heureusement, la nature nous a donné la possibilité d'avoir qu'une pensée à la fois. Donc, si on se focalise sur comment je peux contribuer, comment je vais servir mes clients, qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour progresser, pour gagner plus d'argent, pour servir mieux mes clients, pour mieux marketer, comment je peux avoir peur? Je ne peux pas avoir peur. Mais si je me focalise sur moi, j'ai peur de manquer, mais arrête de penser à ta gueule, juste arrête, quoi. Et tu fais ça, tout devient plus simple. Ouais, c'est intéressant, c'est un shift entre là où tu mets ton attention, en fait, finalement. Là où tu mets ton focus. Si tu mets ton attention sur comment est-ce que je peux devenir meilleur pour servir les autres, l'argent est une conséquence naturelle à ça. Absolument. Mais quand on focalise toujours, mais j'ai peur de quoi? Et moi, t'es bloqué, t'es paralysé. Donc ça, je dis souvent, si tu nages on va dire, vers toi comme ça, tu vas couler. Okay, donc tu as intérêt à apprendre à nager dans le bon sens, égal donner le meilleur et aller vers les autres. Ça a l'air con d'être altruiste. Je veux dire, les milliardaires sont extrêmement altruistes. Ils sont constamment en train de vivre dans les baskets de leurs clients. T'entends Jeff Bezos, il est totalement amoureux de son client idéal. Leur stratégie est simple. Juste devenir meilleur à meilleur jour après jour, à servir ses clients en leur offrant le meilleur choix possible, que ce soit livré le plus vite possible et que ce soit le moins cher possible. Tout est allié là-dessus. Tout le reste, c'est pas important. Donc toutes leurs actions sont dirigées sur comment on peut offrir plus de choix à nos clients, comment on peut leur livrer plus rapidement. Donc maintenant, on est à Dubaï, ça va être livré par des drones apparemment, ça va être livré en 30 minutes. Ah non, mais c'est un truc de fou. Là, on reçoit les livraisons parfois en 2 heures. Ah ouais, génial. Et le troisième, le moins cher possible, à mieux gérer les coûts, etc. That's it. Et donc, c'est dirigé vers le client. C'est pas, moi, qu'est-ce que je me sens aujourd'hui de travailler. Les gens s'en foutent de nous. Et donc, bien sûr, il faut faire attention à soi, à sa santé, etc. Mais bizarrement, c'est très intéressant. Le plus on est focalisé à contribuer dans la vie des gens, le plus on devient naturellement, on va dire, un bon égoïste. J'appelle ça un égoïste altruiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je veux vraiment le meilleur pour mes enfants, pour ma femme et mes clients, je dois naturellement faire attention à ma santé. Je dois naturellement faire attention à mon bien-être. Comment je peux donner le meilleur à mes enfants si je suis fatigué, stressé tout le temps? Je veux pas. Donc, si je veux aller courir avec mes enfants avec joie, être présent avec eux, j'ai intérêt à faire attention. Mais quand les gens ils sont là, moi, mais tu vas pas y aller nulle part. Donc, c'est difficile. Donc, difficile de sortir de son petit cocon et se dire, OK, il faut que j'arrête de penser à ma gueule. Je ne suis pas le centre du monde. Notre ego nous tue. Notre ego, il nous fait croire qu'on est le centre du monde. Complètement. On n'est pas si important que ça. Et une fois qu'on va mourir, réellement, la plupart des gens, on va être oubliés et tout le monde s'en fout. Et après, peut-être qu'on va être ressuscité ou je ne sais pas quoi, ou se réincarner en vache, ou pas. Ou de toute façon, on va juste se faire manger par des vers de terre et la vie est finie. Donc, ça a l'air un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Donc, peut-être qu'on va être réincarné en vache, peut-être, ou en faucon, ou pas. Mais à la fin, c'est que cette vie, tu as intérêt à la vivre bien et on n'a rien à foutre de ce que les gens pensent de toi et tu as intérêt à vivre la vie que tu veux, quoi. Et donc, se rappeler peut-être que notre mission sur Terre, c'est de faire ce monde un petit peu meilleur que ce qu'il était avant qu'on soit né. Si on comprend ça et qu'on base notre vie sur la contribution, la croissance, ça va plutôt bien se passer. Je suis totalement d'accord. Tu vois, je suis curieuse de savoir si aujourd'hui, avec le recul que tu as, si tu devais guider ou aider quelqu'un qui justement comprend que il gagnerait à contribuer à travers sa mission à lui, à travers sa passion à lui, ce qui est aligné pour lui. Donc, c'est peut-être ses talents uniques, sa zone de génie, ce qui est vraiment important pour lui. Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'aller explorer pour trouver justement quelle est sa mission, quelle est sa passion? Super question. La question que je pose tout le temps, c'est, OK, imagine-toi après ta mort,
et on va dire que tes arrière-petits-enfants, sortent un livre d'une bibliothèque et se disent, tiens, qui était arrière-grand-mère, qui était arrière-grand-père, qu'est-ce que je voudrais qu'ils lisent à l'intérieur. Et ça, c'est un exercice qu'on fait dans un de mes séminaires Destination Réussite. On écrit ce qu'on appelle l'autobiographie. Waouh, c'est une question puissante. Hein. Waouh, c'est Donc, la première fois que j'entends ça. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on commence vraiment à noter, prénom, nom. Donc, par exemple, pour moi, Max Piccinini, né, alors on ne met pas la date de mort, hein, mais bon, on met la date de naissance, né Strasbourg, 1981, etc. Qu'est-ce que je veux qu'ils lisent? Et c'est tellement profond. Parce que d'un coup, ça nous force à enlever toute la partie matérielle. Parce qu'en fait, on est mort à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux que mes petits arrière-petits-enfants lisent de moi? Qui était? Il était cool, il était sympa, il a inspiré des gens, ou est-ce qu'il ouvrait sa gueule, il avait peur de tout, il s'inquiétait constamment du regard des autres, est-ce qu'il a vécu de sa vie, de ses rêves, est-ce qu'il a fait rire les gens autour de lui, est-ce qu'il a vraiment fait une différence dans la vie des gens? Quand on fait vraiment l'exercice, mettre une petite musique en arrière-fond, oh mon Dieu, je vois les gens qui pleurent, c'est très profond. Et d'un coup, les gens se rendent compte à quel point ils sont complètement à côté de la plaque. La première fois que j'ai fait l'exercice, j'étais là, oh mon Dieu, mais je suis complètement à côté de la plaque. Donc, découvrir sa raison d'être, ça j'avais entendu, c'est vraiment le jour le plus important de sa vie. En fait, c'est vraiment le premier jour le plus important de sa vie, c'est le jour de sa naissance. Le deuxième jour, c'est le jour où on découvre sa raison d'être. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on se dit, bah, waouh, en fait, je suis fait pour quelque chose. Je suis important parce que je suis appelé à faire ça. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose de l'intérieur. Donc, c'est plus une introspection, se poser une forte question. Et bien sûr, on ne fait pas ça à l'école, parce qu'à l'école, on va toujours dire, il faut que tu viennes, machin, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. On a tendance à imposer les choses à l'extérieur, à dire, oh, toi, tu es bon en maths, il faut que tu fasses prof de maths. Mais non, tu vois, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'au fond, toi, tu te sens appelé. C'est ça qui nous rend invincibles. Donc, par exemple, on prend Elon Musk. Elon Musk, on peut le détester, on peut l'aimer, machin. C'est un personnage spécial. Au passage, on a peut-être remarqué que les milliardaires sont souvent bizarres. On a remarqué, Steve Jobs, il était space, le mec. Bill Gates, totalement space. Au passage, tous attaqués, tous critiqués. Trump, qu'on l'aime, qu'on le déteste, il est bizarre, le gars. Ouais. Mais il n'en a rien à foutre de ce qu'on pense de lui. Alors ça, je te garantis. Et donc, par définition, si on veut être extraordinaire dans quelque chose, Elon Musk, c'est un des gars les plus bizarres, critiqués, machin. C'est qui ce gars-là? Il est space, il a 9 enfants, je sais pas trop, 11 ou 12, je sais plus combien, avec des noms à dormir debout. Et puis, le mec est vraiment space. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est l'un des hommes les plus riches du monde. Parce qu'il n'en a rien à foutre de ce que j'en pense de lui. Bref, mais si on regarde vraiment, il est animé par une raison d'être. Pourquoi les milliardaires comme Bernard Arnault, Elon Musk, continuent de travailler? Ils sont multimilliardaires. Ils peuvent acheter littéralement l'État de Californie s'ils veulent. Ils peuvent acheter un pays. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils continuent, le mec? Posez jamais la question. Ouais, l'argent, les gens, les riches pensent qu'au pognon. En fait, bizarrement, non, parce que Bernard Arnault, 72 ans, il est encore en train d'être dans ses magasins tous les jours. Peut-être qu'il est animé plus par une mission. Peut-être qu'il est animé par la croissance. C'est intéressant, parce que le mec est un des hommes les plus riches du monde. Profond respect envers une personne comme Bernard Arnault. Mais ça prouve qu'il en a. L'argent, c'est pas son driver numéro un. C'est ça qui est intéressant, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que les gens qui deviennent très riches sont drivés par l'argent, là où en réalité, de mon point de vue, quelqu'un qui reste employé d'une entreprise pendant 40 ans est fait des choix justement beaucoup plus drivés sur l'argent que sur la croissance personnelle. Absolument, droit dans le mille. Absolument. C'est incroyable quand même. Ça va. Donc, un entrepreneur qui a vraiment... Au passage, les entrepreneurs qui vont atteindre un certain niveau de succès, quelques millions et ça va s'arrêter là, ça peut être vraiment drivé par l'argent. Et qui va être plutôt... C'est vraiment drivé par l'importance. On veut gagner beaucoup d'argent pour prouver aux autres qu'on est assez, pour pouvoir s'acheter des choses, pour prouver que... Mais ça, on va vite se perdre là-dedans. Donc, je connais suffisamment et je me suis perdu pendant un moment. C'est pas le matériel qui... Si les gens nous jugent parce qu'on a un bateau, une Ferrari et une belle montre, si vraiment les gens disent, tu sais quoi, c'est un gros connard, mais alors, putain, il a une belle montre, quoi. Tu veux vraiment que les gens se souviennent de toi le jour de ton enterrement et te disent, tu sais quoi, il avait un yacht, le mec, hein, mais quel connard. Je suis pas sûr qu'ils veulent entendre ça. Donc, personnellement, je voudrais qu'on me dise, c'est quoi, j'ai rien à foutre de ton yacht, mais c'est un homme merveilleux. Je préfère ça. Et en plus, c'est cool si en plus il y avait un yacht. Donc, ça, c'est. mais qu'est-ce qui est le plus important, quoi? Et donc, les gens qui ont vraiment un succès phénoménal, bizarrement, c'est les gens qui. L'argent est important, mais c'est dans leur échelle d'importance, c'est niveau 5 ou 6. C'est pas ça qui les drive, c'est la mission, c'est contribuer. Par exemple, Elon Musk, c'est vraiment accélérer la transition énergétique. Et maintenant, c'est vraiment passer l'humain, parce qu'il pense que, et il a probablement raison, que dans quelques milliers d'années, ou centaines d'années, ou milliers d'années, la Terre va sûrement terminer. Donc, le seul moyen de survivre et de continuer, c'est d'être multiplanète. C'est space, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il pense, multiplanète, mettre des humains sur Mars? Ouais, mais c'est pour ça qu'il s'appelle Elon Musk. Donc, il est animé, il va cramer tout son argent dans des fusées. Les premières fusées, il avait quasi plus d'argent. Il cramait 200 millions de dollars par fusée qui décollait, qui cramait.
Il y a peut-être une raison pour laquelle il fait ça. Parce qu'il a vraiment envie de donner peut-être une génération multiplanète dans l'humain. Et il est vraiment drivé par ça. Donc ça paraît bizarre. Forcément, quand on survit financièrement et qu'on pense qu'à sa petite gueule, c'est compliqué de dire « Ouais, mais les gens vraiment, ils pensent aux autres. » Mais les gens les plus riches de ce monde sont en général drivés par une contribution, par un impact, par une croissance, par laisser une trace, faire quelque chose laisser une trace dans ce monde. Steve Jobs utilisait le terme laisser une trace dans ce monde. Voilà, c'était vraiment ça. Leave a dang in the universe, un truc comme ça. Donc, et bizarrement, la conséquence, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent, parce qu'on devient extraordinaire. Oui, c'est ça. Mais tu vois, il y a aussi une autre croyance très courante que beaucoup de gens ont, c'est que l'argent te change, que l'argent te rend arrogant, que l'argent te rend... Moi, je trouve que tu incarnes tout l'inverse de ça, parce que tu es très ouvert, tu vois, même avant qu'on fasse le podcast, tu es sympa, t'es pas du tout imbu de ta personne. Vraiment, je ressens pas du tout ça chez toi. Et moi, ma théorie, c'est que, et je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on sera d'accord dessus, c'est que l'argent amplifie simplement qui tu es. Totalement. Toi aussi, tu penses comme ça? Si t'es un con, tu vas devenir un gros connard avec de l'argent. Ouais. Si t'es quelqu'un de merveilleux, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire avec de l'argent. Totalement. L'argent amplifie nos valeurs parce qu'on peut faire plus de choses, on peut acheter plus de choses, si on veut contribuer, on va contribuer plus avec de l'argent. Donc, totalement d'accord. Ça amplifie totalement qui on est. Ouais. L'argent ne change pas. Ce truc de l'argent change les gens, c'est faux. Ouais. C'est que c'est quelqu'un qui avait déjà un grand besoin d'importance, qui est peut-être déjà écrasé les gens avant avec plus d'argent, mais il se permet d'écraser encore plus. Ce qui est fou. Donc, par exemple, c'est intéressant, on a notre driver, notre chauffeur qu'on vient de valider. Il s'appelle Mohamed, ça doit être un type vraiment merveilleux. Et ça m'a vraiment profondément touché. Il avait calé les larmes aux yeux. Il a travaillé, je ne vais pas dire, pour des grands groupes et des CEO ici à Dubaï qui vraiment le traitaient apparemment comme du poisson pourri, tu vois. Et il disait, voilà, j'ai prié, puis j'en parlais à ma femme de pouvoir trouver une famille qui me respecte, qui soit gentille, etc. Et là, je vous vois, vous êtes tellement jeune, c'est mon rêve, c'est même plus que mon rêve. C'est là, waouh, ça m'a profondément touché. J'ai failli le prendre dans les bras, parce que je me dis, waouh, c'est juste. Ben oui, c'est parce que tu es un driver qu'on va te prendre pour du poisson pourri. Tu es un être humain, tu es un père de famille, qui suis-je, moi, pour te traiter? Donc, oui, financièrement, je suis peut-être au-dessus, mais je suis au-dessus de personne. Et ça, j'ai appris par un de mes probablement les plus grands mentors, c'est un milliardaire américain. Qui vraiment, ça a été humilité. Je me dis, le gars, il est milliardaire, quoi. Il pourrait prendre tout le monde de haut. Il était fun, simple. Il disait bonjour et te regardait droit dans les yeux, tu sais, comme si c'était. J'ai rarement eu quelqu'un qui m'a serré la main comme ça, tu vois. Je dis, waouh, ça, c'est quelqu'un qui est riche à l'intérieur, tu vois. Pour moi, l'ultime échec, c'est de devenir financièrement très à l'aise et devenir un gros connard. Et être malheureux. C'est nul, tu vois. Qui on est, qui suis-je, moi, pour me dire que je suis supérieur à quelqu'un? Je ne connais même pas l'histoire de l'autre. Si j'étais né au Pakistan comme lui, venir ici à Dubaï, je serais sûrement au même niveau que lui. C'est trop facile de juger quelqu'un. Et donc, qui suis-je, moi, pour me sentir supérieur à un être humain pour l'argent? Je ne suis pas supérieur à un être humain parce que j'ai plus d'argent. Je suis supérieur financièrement parce que j'ai plus de compétences financières. Mon être humain, on est au même niveau. Et donc ça, j'ai appris par ce milliardaire qui me disait, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas supérieur à moi dans un domaine. Ça m'a toujours surpris. Je me dis, il a tellement raison. Mohamed est meilleur que moi, je suis sûr, dans plein de trucs. Et tout le monde, la caissière à Auchan est sûrement peut-être meilleure que moi, peut-être en danse, ou je ne sais pas trop quoi. Elle est supérieure à moi à quelque chose. Et donc, pour ça, profond respect. Et dès qu'on sort de là, on devient un petit con, quoi. Et j'ai été un petit con plein de fois. Et parfois, ça m'arrive, et heureusement, Marine, parfois, elle me le rappelle. Je suis au restaurant et je vais peut-être parler comme pas très bien à un serveur et me rappeler, putain, tu te prends pour qui, tu vois. Et donc, avoir l'humilité de dire que ça, c'est pas cool, c'est pas quelqu'un qui est inférieur à toi, il mérite pas ce ton-là, quoi. Donc, il peut merder, mais il mérite pas ce ton-là. Donc, pour moi, c'est ce qui compte le plus, c'est devenir le meilleur être humain possible. Et il y a du boulot parce que il y a toujours un travail à faire. Bien sûr, mais en plus, on a tous un ego, donc c'est pas toujours... Mais en tout cas, c'est beau aussi de voir que tu arrives à avoir cette conscience et puis d'avoir un entourage aussi qui t'aide à te recentrer et à garder les pieds sur terre. C'est important aussi, je pense. Mon épouse, mes mentors, sans eux, je ne serais pas là, quoi. C'est clair. C'est trop beau. Est-ce que tu as une leçon, un message que tu veux partager aux gens qui nous écoutent et qui est particulièrement important pour toi, que ce soit pour les aider à vraiment se débloquer, à aller au prochain niveau, à se libérer de certains freins qu'ils peuvent avoir? Alors bien sûr, je pourrais dire croyez en vos rêves, rêvez grand, et bien sûr. Mais je dirais que vraiment le plus grand impact, et ça vient d'une étude de Harvard. Ils ont fait une étude sur plus de 20 ans. Quel est l'élément qui va avoir le plus d'impact? Si on parle du one thing, le concept du one thing, qui a le plus d'impact dans sa vie.
c'est ce qu'on appelle le groupe référent. Donc le groupe référent, c'est avec qui on traîne. Et donc avec le temps, j'ai vraiment compris le pouvoir de l'environnement. L'environnement est extrêmement puissant. Donc par exemple, le fait d'être à Dubaï par rapport à être en plein centre du Massif central, même si le centre central est très beau et tout ça, bah, forcément, qu'est-ce que c'est d'être à Dubaï? Tu arrives, tu as un boom économique, les gens voient grand, penser petit, on te regarde bizarre. Tu es en train de te dire, je veux gagner plus d'argent, tu fais yes, tu veux réaliser de grandes choses, yes, comment je peux t'aider? On voit les choses, on voit ça grandir, etc. Donc on a un environnement. Je ne suis pas en train de dire que vous devez déménager à Dubaï, pour les gens qui nous écoutent, mais ce que je veux pas là, c'est que l'environnement est très important. La ville où on vit, surtout les gens avec qui on traîne. Donc, pour moi, le plus grand raccourci au succès et au bonheur, ça a été d'avoir littéralement sortir, prendre de mon portefeuille et investir pour accéder à des gens avec qui je voulais ressembler. C'est haut la main. Si je dois vraiment dire, c'est quoi la chose qui m'a permis de passer de 0 à 50 millions de patrimoine, avoir une boîte qui sort des millions de bénéfices par an, plus des investissements immobiliers, bref, je gagne plutôt très bien ma vie, mais plus important, être heureux, être plutôt un mec, je pense bien, tu vois, et j'y travaille pour être encore mieux. C'est parce que me suis formé, j'ai payé pour des mentors, j'ai traîné avec des gens, j'ai rejoint des masterminds à des hauts niveaux de standard. La plupart du temps, donc je dis souvent ça, on obtient ce qu'on tolère. Nos standards définissent notre qualité de vie. En fait, les gens n'atteignent pas leurs objectifs. Les objectifs, c'est mignon, mais la plupart des objectifs ne sont pas atteints. Par contre, nos standards sont toujours atteints. Donc, si on tolère 20 kilos, je vois que tu fais attention à toi, ça se voit tout de suite. Tu fais du sport, tu manges sainement, ça se voit tout de suite. C'est évident. Donc, si toi, tu tolérais 20 kilos en plus de graisse sur toi, je verrai tout de suite que tu mangerais n'importe quoi, etc. Mais tu tolères pas ça. Tu as 1 kilo en trop, bam, tu vas changer tout de suite comme moi. Waouh, c'est trop vrai. C'est trop vrai. Tu vois, c'est quoi ce truc? Tu vas changer tout, tu vas prendre la coach sportive, machin. Tout de suite, c'est alerte générale. Et donc, même chose. Donc, pour moi, au niveau financier, par exemple, ça va être ça, je tolère pas la médiocrité financière. Pour moi, c'est gagner beaucoup, beaucoup d'argent parce que je peux contribuer plus. Mais c'est plus important ça veut dire que j'aurais aussi impacté la vie de beaucoup de gens. Donc, je vais pas tolérer d'avoir un métier qui m'épanouit pas. Je vais pas tolérer d'avoir un couple malheureux. Je vais pas tolérer d'avoir une mauvaise relation avec mes enfants. Et donc, il y a un niveau de standard à avoir et de se dire, ça, c'est le standard que je veux atteindre. Et c'est non négociable. C'est pas un objectif mignon. Il y a une différence entre je suis intéressé par, j'ai un objectif de, ce serait bien de, et un standard. Un standard, c'est non négociable. C'est je vais faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver. C'est ça. Je vais avoir ce corps-là, je vais avoir cette relation-là, je vais avoir cette relation avec mes enfants-là, je vais avoir tant et tant de millions sur mon compte en banque, je vais impacter la vie de X milliers de personnes. C'est non négociable. Et donc, maintenant, on va se donner les moyens pour y arriver. Et souvent, on se dit, merde, je ne sais pas comment faire. Et c'est là où on se dit, OK, il faut des gars qui ont déjà ces standards-là, qui vivent déjà selon là, et eux, ils ont les clés. Ils l'ont déjà fait. Donc, je vais modéliser. Donc, plus raccourci, je vais payer 30 000, 50 000, 100 000 dollars s'il faut. Je n'ai jamais hésité là-dessus. Et du coup, bizarrement, et je le vois pas seulement par ce qu'ils me disent, mais par leur exemplarité. Et j'ai plus appris par l'exemplarité de mes mentors que même ce qu'ils m'ont dit doit faire. Mais c'est lié. C'est trop vrai. C'est trop vrai. C'est d'un coup, on croit que c'est possible. En fait, putain, il le fait, donc je peux le faire. C'est ça qui te débloque, en fait. Ça. Et ce que tu dis, c'est tellement important. Tu sais, il y a une étude qui a été faite à UCLA avec, je crois que c'était des thermomètres ou, je sais plus, tu sais, c'est des machines qu'ils ont mis les unes à côté des autres. Et en fait, ils les ont fait démarrer à des moments différents, avec des vitesses différentes et des mouvements différents. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, au bout de quelques instants, ils se calent tous. Ouais, ils se synchronisent. Et en fait, ce que tu dis, c'est super important parce que si aujourd'hui, dans ton environnement, tu n'as pas accès à des personnes comme ça, investir dans un mastermind, dans un coach, dans un mentorat, ça te permet justement de te synchroniser à une fréquence différente, en fait. Le standard monte tout de suite. Ton standard monte, c'est ça. On traîne, la voix est différente, l'intention. Les gens dans mon mastermind, ils sentent immédiatement. Max, il est sur un autre level, quoi. Quand quelqu'un fait « Alors oui, je vise à augmenter de 20% de bénéfices », je regarde, je fais « Mais what ?» Il me dit « Ah ok, donc c'est un autre level, il y a un autre niveau d'énergie, il y a un autre niveau d'implication, il y a un autre niveau de passion, il y a un autre niveau de contribution. » Et donc, ça tire le groupe vers le haut. Et parce que j'ai intérêt à m'entourer aussi de gens qui sont à des niveaux bien supérieurs, qui me tirent vers le haut. Donc moi, je suis rien d'autre que le résultat de mon environnement. Et vraiment, le meilleur move que j'ai fait de ma vie, c'est que j'ai choisi un meilleur environnement. J'ai choisi un environnement avec des plus hauts standards. Et donc, en faisant ça, et donc pour ça, je ne l'avais pas, parce que forcément, quand tu es là, tu rames financièrement. Moi, j'ai ramé financièrement une bonne partie de ma vie. Je ne suis pas heureux. J'ai dû payer, donc j'ai dû travailler. Et ce n'était pas facile au début. Un des plus difficiles, parfois, c'est putain, je ne gagne pas beaucoup et je dois mettre tout ce que j'ai là-dedans. Exactement. Exactement. Parce que sinon, cet argent, tu vas le mettre où? Dans des conneries. C'est trop. Tu vas acheter des habits à la con qui vont servir à quoi? C'est quoi vraiment ça, des habits qui vont te rendre plus heureux avec un nouveau sac à main? Non. Donc, vraiment, les 5 premières années,
j'ai vraiment peut-être 7. J'ai littéralement tout réinvesti. Juste l'électricité, avoir un toit et avoir de quoi manger. Littéralement, tout ce que je gagnais, j'ai réinvesti en moi. Formation, séminaire, mastermind, mentor. Et bizarrement, au bout d'un moment, je pouvais réinvestir autant que je voulais, j'avais tellement d'argent et tellement de succès. Et donc ça, c'était le choix. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ça. C'est bizarre de dire, tu vas investir. Il y a peu de gens dans le monde qui ont dit, j'ai investi 1,2 million dans des formations, des mentors, etc. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai un patrimoine de 50 millions. Donc encore une fois, c'est peut-être bizarre, mais bon, par contre, c'est normal d'aller claquer de l'argent dans les restaurants, de la bière, du vin. C'est ça. En fait, les gens dépensent de l'argent pour fuir leur réalité plutôt que de l'investir pour créer une réalité qui les inspire et qui les rend heureux, tu vois. Et je trouve que même le fait d'investir dans un mastermind, dans un espace comme ça, c'est aussi un acte qui vient ancrer et cristalliser ton choix de vraiment changer. J'adore. Ouais, c'est vraiment, tu vois... D'un coup, tu parles pas juste de changement, tu le fais. Exactement, tu le souvent, fais. Quand tu investis, tu t'investis. Exactement, c'est ça. Quand tu mets 50 000 balles sur la table, ou 100 000, même 10 000 ou 5 000, quoi que ce soit qui fait un peu mal, quoi. D'un coup, t'es plus en mode... les gens nous rejoignent en mastermind, c'est pas cheap, mais bon, ils ont un retour sur investissement incroyable. Ils sont là, et ils sont impliqués maintenant. Mais il faut que ça fasse mal pour qu'ils soient impliqués. En fait. Et bizarrement, les succès sont là parce qu'on leur donne les clés, ils sont impliqués. Et d'un coup, ils ratent pas un événement, machin, ils sont là. Par rapport à, si c'est, là, j'ai investi 300 balles, ça va pas faire le même effet, quoi. Non. Donc, tu as tout à fait raison. En fait, d'un coup, on démontre qu'on est aligné avec son engagement. Exactement. Et si on veut réussir, on doit s'engager en termes de temps, d'énergie et d'argent. À la fin, il n'y a pas un seul golfeur au monde ou tennisman. Federer, il a fait appel aux meilleurs coachs au monde. Il les a payés très cher. Donc, il s'est impliqué en termes de temps, d'énergie et d'argent. Il n'est pas devenu magiquement Federer. Okay, il s'est impliqué massivement. Il avait des hauts stands. Il a traîné avec les meilleurs tout le temps. Il a pris les meilleurs coachs. Les meilleurs coachs, ils payent $2 000 l'heure. Les meilleurs coachs de tennis ne sont pas c'est 30 € l'heure. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Federer. Ouais. Et c'est un niveau d'implication de standard plus élevé. Et il s'entoure des meilleurs. Il s'est frotté à des gens meilleurs que lui. Il a cherché les meilleurs coachs au monde. Et bizarrement, il s'appelle Federer. Maintenant, il est milliardaire. Donc voilà. Pendant que les autres, ils sont là, j'ai fait mon petit tennis du dimanche et je vais à la buvette et prendre une petite bière. C'est pour ça que tu rames financièrement et que tu as des résultats de merde et personne ne te connaît. Et c'est pour ça que lui s'appelle Federer. C'est des actions différentes. Je suis totalement d'accord. Et tu vois, la dernière question que j'ai avant qu'on termine, c'est justement quand on a un environnement, et je parle particulièrement, tu vois, de notre famille, de nos frères et sœurs, de nos parents parfois, tu vois, je pense aux personnes qui nous écoutent et qui se disent, je suis tellement d'accord avec vous, mais en même temps, moi, dans mon environnement proche, les personnes avec qui je parle un peu tous les jours, c'est des personnes qui pensent vraiment différemment de moi, qui se victimisent peut-être, qui se trouvent beaucoup d'excuses. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent pour justement ne pas se laisser, entre guillemets, infecter par un état d'esprit qui n'est pas celui qu'ils veulent adopter, mais qui sont un peu obligés, entre guillemets, de... Il n'y a pas d'obligé. Alors, ça, c'est pas l'obligé. Donc, je dirais juste bye-bye. Tu dis bye-bye à cet environnement et c'est tout. Ouais. Donc, je parle souvent de meute. T'es dans quelle meute tu traînes ? Tu veux les meilleurs résultats, tu as intérêt à traîner avec une meute à plus haut standard. Et donc, tu n'es pas obligé de traîner avec ces gens-là. Donc, c'est confortable parce qu'on les connaît, parce que ceci, est-ce que cela. Mais donc, moi, je vais dire avec sa famille. Donc, ça, c'est important. La famille, on veut rester proche d'eux, même s'il y a la belle-mère parfois qui va nous embêter. Mais bon, on va peut-être pas la voir toutes les semaines. On va peut-être la voir à Noël et puis on va juste méditer, pratiquer l'amour inconditionnel. Je veux dire, j'ai envie de lui mettre une tarte à la crème dans la tête. Mais, ou je sais pas quoi, ou le frère ou le beau-frère qui va se permettre de mais quoi, tu veux plus d'argent, etc. On va faire merci de m'encourager dans mes rêves. Tu vas rester zen et pas foutre en l'air Noël, tu vois. Donc, ça, c'est une pratique. Mais tu es obligé de traîner toutes les semaines et tous les jours. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est juste un moment, est-ce que j'ai envie de ressembler à ces gens-là ? Et donc, c'est juste une question. Et au passage, l'avantage, je n'ai même pas besoin de le faire, ça va se faire automatiquement. Moi, mes copains de classe, c'est juste qu'on ne se voyait plus. Parce qu'il n'y avait plus rien à partager. On était sur deux niveaux différents. J'étais sur une fréquence de voir accomplir de grandes choses. Eux, la fréquence, c'est bon, j'ai mon petit boulot à 1500 balles par mois, je vais devenir prof de maths. Ils sont tous quasi devenus profs, j'exagère, mais presque quoi. Mon petite vie, mes petites vacances, machin. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on se raconte ? Il n'y a plus rien à se raconter. D'un coup, c'était même, ils ne m'appelaient plus, je ne les appelais plus. Donc, c'est même pas que j'ai besoin de couper. C'était juste qu'on n'avait plus rien à se dire. Parce qu'il n'y a plus de valeurs communes. Et donc, bien sûr, on peut rester avec des amis pour des valeurs, mais dans ce cas, au moins, on définit. Donc, l'amitié se fait parce qu'il y a des valeurs communes. Et donc, par exemple, s'il y a une valeur commune de Star Wars, on va parler de Star Wars. Mais on va parler que de ça parce que c'est la seule chose où on peut s'entendre. Okay ? Mais le reste, on va oublier. Okay ? Donc, c'est OK d'être avec des amis, de dire, écoute, moi, j'ai aucun problème à recadrer. Je dis, écoute, c'est très simple.
Donc, moi, je suis un peu extrême. C'est la personne manque de respect une fois, ou essaie de me parler comme du poisson pourri, ou qui est vraiment pas bienveillant, qui est pas en train de me... Il dégage. Il dégage. Je le vois plus jamais. Il veut m'appeler. C'est terminé. Le bouton est terminé. Je suis comme ça. Donc, j'ai aucun problème à faire parce que pourquoi je perds une minute de plus avec un con? Pourquoi mon temps est tellement précieux? J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Mon temps passe vite. Pourquoi je passe une minute de mon temps précieux avec un con qui va me critiquer, qui va mettre des bâtons dans les roues, Pourquoi je vais même prendre cette énergie pendant une minute? En quoi ça me sert? En quoi ça va aider à apporter plus de bonheur dans le monde? Donc, il est dégagé. Donc, moi, je suis extrême, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je coupe tout de suite. Mais même pas... Terminé, fini, rayé le truc, je ne veux plus le voir. Pourquoi? Je ne veux pas. C'est aussi simple que ça. Je comprends à quel point l'impact de l'environnement. Donc, l'environnement a un impact fort, donc je suis devenu extrême avec ça. Et donc, si quelqu'un n'est pas là dans la bienveillance, il n'a même pas besoin d'apporter des choses business. Si quelqu'un est juste sympa et bienveillant, il me fait rire et tout ça, et on a des choses à partager, cool. Mais si tu viens avec un ton de merde et tu te prends pour je ne sais pas trop qui, et tu me passes pas comme du poisson pourri, il dégage. Ça dégage tout de suite. C'est fini. Donc, moi, j'ai aucun problème à le faire. Et donc, j'ai été extrêmement stratégique à choisir mon environnement. Et donc, je n'ai pas hésité aussi. Le plus raccourci, c'est de payer pour l'accéder. Et l'avantage du fait que, par exemple, de payer, je sais que quand j'ai un mentor que je paye, il a un devoir moral de m'aider. Donc, si elle se dit, ouais, mais je voudrais dîner. Et pas ça m'a aidé. Parfois, je dînais avec un milliardaire ou une milliardaire, mais j'ai eu juste un dîner ou j'ai eu juste un dîner. Donc, j'ai appris plein de choses. Mais quand je dois payer quelqu'un 50 ou 100 000 $ ou 100 000 euros, il est obligé de m'aider. Et au passage, c'est qu'il a aussi une envie de m'aider. Oui. Il a une compétence de m'aider. Donc, ça, c'est une grande différence. Parfois, je traînais avec des milliardaires, mais c'était difficile d'apprendre parce que pour eux, c'est tellement. Ils sont devenus conscients, incompétents. Compétents, inconscients. Et ils ne savent même pas. Ils font, je sais pas, je vais travailler, puis. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Enfin, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont fait. Oui, exactement. Mais qui pèsent 30 millions, 50 millions, 300 millions. Moi, j'ai des gars que on a mis 500 millions, ils pèsent 500 millions. Mais il est incapable de me dire, j'ai été persévérant, il faut être passionné. Littéralement, ce qu'il me dit, il faut être passionné, persévérant. Il doit avoir autre chose, ouais. Non? Mais en fait, il a du mal parce que pour lui, c'est tellement évident. C'est ça, ils n'ont pas modélisé aussi, ils n'ont peut-être pas eu cette curiosité de modéliser Exactement. Le chemin. Parce que c'est pas leur passion de transmettre. Exactement, c'est ça. Donc moi, j'ai mes deux profs, mes deux parents étaient profs, j'ai appris par des modèles et trucs, et donc c'est pour moi normal de transmettre, tu vois. Et je suis plutôt bon à transmettre. Et donc ça, c'est hyper important de comprendre que donc le meilleur moyen de changer, le meilleur moyen de changer sa vie, si j'ai envie de dire, regarder son environnement. C'est comme un organigramme. Avec qui je traîne? Comme l'organigramme sur l'entreprise, avec qui je traîne autour de moi, mes copains, machin. Est-ce que c'est des gens qui ont le niveau de revenu que je veux avoir? Est-ce que c'est le niveau de bonheur qu'ils ont? Est-ce que c'est des gens avec qui j'ai envie de ressembler? Est-ce qu'ils m'inspirent, ces gens-là? Ou est-ce que je suis là parce que c'est juste confortable? Le bonheur, là, se situe en dehors de sa zone de confort. Et donc, forcément, aller couper ou réduire, on n'est pas obligé de tout couper complètement, mais réduire, et aller se frotter à des gens. Il y a des gens qui rentrent dans le mastermind, parfois ils sont un peu intimidés. Et en fait, ils se rendent compte vite, mais c'est bienveillant, c'est cool, on est là pour t'aider, tu vois. Ils sont un petit peu intimidés, mais d'un coup, ils sentent le niveau. Ils font, oh, ok. Oui, et puis le fait de faire partie de ce groupe, ça change leur identité. Totalement. Ils se voient aussi comme une partie intégrante de ce niveau-là, en fait. Exactement, ils disent, je vais faire partie de Exactement. Tu vois, maintenant, et donc ils se disent, au début, c'est intimidant, et après, ils se disent, en fait, tu vois, c'est cool, ils se rendent compte que tout le monde est humain, que je suis un humain, tout le monde fait des erreurs. Là pour partager, et donc ça tire immédiatement la personne vers le haut. Et le niveau d'action stratégique passe au niveau supérieur. Et donc ça, c'est vraiment le plus rapide moyen. Donc déjà, faire vraiment regarder son environnement, se dire, littéralement, c'est stratégique. C'est avec lui, on oublie, terminé. Avec lui, un petit peu moins, ok. Avec lui, plus, ou avec elle, plus, et qui manque. Et là, il se dit, peut-être que je vais rejoindre un mastermind, peut-être que je vais faire appel à un mentor, avec qui je dois traîner avec des gens qui sont à bien plus haut niveau que moi. Il faut se sentir intimidé dans la salle. Il faut dire, si on a la personne la plus intelligente dans la salle, on est dans la mauvaise salle. On ne va pas progresser. Et c'est souvent ce qui se passe pour un chef d'entreprise, parce qu'il est la personne, je ne dirais pas la plus intelligente, mais socialement la plus élevée, parce qu'elle traîne avec ses salariés, ses collaborateurs. Son ego est flatté, il est là, salarié, le regarde, machin, etc. Déjà, ça, c'est le mauvais move. Parce que s'il veut grandir, déjà, il veut être entouré de gens qui sont plus intelligents que lui, dans son équipe. Et là, il faut vraiment... Moi, j'ai des gens dans mon équipe, putain, ils sont forts, quoi. Mon CFO, mon directeur commercial, wow, c'est des bons, les mecs. C'est bon, ils sont meilleurs que moi dans leur domaine. Donc, je suis impressionné par leur niveau. Donc, ils sont meilleurs que moi. Ça, c'est hyper important. Donc, pour ça, il faut mettre son ego de côté. Si on va être la personne en haut de l'échelle, là, et tout le monde me regarde, on va stagner. Donc, déjà, son équipe, aller chercher des gens, ils sont meilleurs que nous. Okay. Et deux, aller chercher des mentors et un environnement comme un mastermind avec des gens qui sont meilleurs que nous. Et d'un coup, on va faire wow, et d'un coup, ça tire naturellement vers le haut. Donc, c'est très simple. Si on veut gagner 10 millions par an, tu veux traîner avec des gens qui gagnent 10 millions en plus. Tu veux être très heureux, traîner avec des gens qui sont heureux. Tu veux être fit, traîner avec des gens qui sont fit. Tu fais ça, et quel que soit le prix que tu dois payer, tu veux le faire.
Et ça vaudra le coup. Ça va être intimidant, c'est inconfortable pour l'amant, et au bout d'un moment, ça devient le nouveau standard. Est-ce qu'on se met au standard du groupe? Et bizarrement, quelques mois plus tard, on est au niveau de succès, on fait « Waouh, mon Dieu, ma vie a changé ». C'est trop vrai. J'adore, ouais. C'est très, très vrai. Max, j'ai adoré notre conversation. Mais C'était écoute, moi trop aussi, bien. c'était un plaisir. Vraiment, j'ai adoré. On peut te retrouver sur Instagram, sur YouTube. Je vais mettre de toute façon tous tes liens en dessous du podcast. Donc, je te remercie beaucoup pour cette conversation. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci.